Bienvenue tout le monde dans le nouvel épisode de Jimmy Das Podcast. Aujourd'hui, on va avoir un guest très très spécial aujourd'hui, Connaissance de Thomas, qui a fait beaucoup de belles choses dans une histoire assez originale. Avant de commencer et de laisser Thomas faire la présentation du guest, n'oubliez pas la team d'aller directement dans la description. Rappelez-vous que vous allez avoir un playbook, donc simplement un livre avec les actions que vous pouvez découler de cet épisode-là. Donc au lieu de juste, même si c'est très bien, écouter ou regarder cet épisode-là, pensez bien à aller cliquer le lien, comme ça vous allez avoir un livre avec une to-do list de choses et d'actions que vous pouvez prendre pour pouvoir en tirer quelque chose qui va véritablement impacter votre vie dans cet épisode. Sans plus attendre, je vais laisser Thomas présenter Mike. Et puis, let's take it away, guys. C'est parti. Ouais, c'est marrant parce que, tu vois, concrètement, Mike, j'ai l'impression, tu sais, il y a un peu ce truc de, avec les réseaux sociaux, les podcasts, etc., tu as toujours une relation parasociale avant d'avoir une relation sociale. Relation parasociale, c'est-à-dire, tu sais, souvent, tu as des gens, ils vont appeler des personnages connus, tu sais, par exemple, je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais Lena Situation, il y a beaucoup de gens qui l'appellent Lena alors qu'ils la connaissent même pas, tu vois. Là, jusqu'à peut-être les connaître. Et donc, pour rendre ce qui est à César, c'est, je pense que concrètement, la première fois que j'ai découvert Mike, c'était à travers ses podcasts via Nagui, mon ancien associé, qui te connaissait de je sais plus quelle raison. Et puis, en fait, tu nous as aidés finalement dans le projet de manière indirecte et directe, parce que je pense que la première fois, on s'est échangé des bons conseils. Ouais, exactement. Puis après, dans l'historique, c'est qu'on a gardé contact, tu as suivi le projet, on a ouvert. Tu nous as amené très rapidement ton cousin, Bertrand. On l'embrasse. Bernie, il s'appelle pas Bernie, mais c'est moi qui l'appelle Bernie. Mais Bertrand qui est devenu un pilier de la communauté, concrètement vraiment apprécié de tout le monde, qui après a ramené ses enfants. Nathanaël qui récemment a passé son premier Muscle Up, j'ai vu. Sarah Rose, qui s'épanouissait. Donc, c'est vraiment devenu un pilier de la communauté, un membre incroyable, que tous les honneurs rêveraient. Et pourtant, ça avait mal commencé parce qu'il m'avait dit, à sa première séance, il m'a dit, si demain j'ai des courbatures, je ne reviens pas. Je dis, je pense que ça. Et c'était marrant parce que Mike, en parallèle, il lui faisait faire des burpees et tout, un certain nombre de burpees par minute. Et le conditionnement, j'essaie de lui en donner un peu plus pour qu'il puisse y croire. Et ça fonctionnait. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait ça. Puis après, on est allé voir Mike en fin 2023 quand il y avait eu le séminaire de Best of the Day. Puis on s'est revu au fur et à mesure par message ou à distance. Ouais. Donc je vais laisser se présenter de toute façon, mais Mike, c'est quelqu'un qui est dans le CrossFit depuis très, 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 très longtemps. Comme son nom de famille l'indique, c'est un Belge à la base, il ne faut pas l'oublier. Donc il a un petit accent du Québec, mais à la base, c'est un Belge. Et donc, en tout cas, hâte de voir ça. Je pense qu'on peut commencer. On peut commencer cette histoire peut-être par replanter d'où tu viens comme background, parce qu'il me semble que de mémoire, tu avais un bachelier et puis une master en kiné, il me semble, en préparation. EP et puis kiné, ouais. EP, donc EP, c'est éducation physique pour les gens, l'équivalent d'une licence, et puis après un master en kiné. Et finalement, comment tu es arrivé dans ce monde des gyms? Oui, c'est ça. Regarde, les gars, merci beaucoup de nous recevoir. Hein, donc, c'est déjà très, très cool de pouvoir parler sur des podcasts en français. D'habitude, c'est en anglais, donc c'est quand même cool de l'avoir en français. Comme tu le disais, oui, j'ai commencé il y a très, très, très longtemps. Je ne sais pas si c'est très longtemps, mais en tout cas, 2009, c'était vraiment les débuts. J'arrivais dans la découverte de ce qu'était le CrossFit au Canada. Je venais moi-même d'immigrer depuis la Belgique. Je venais de Bruxelles, la région Bruxelles-Waterloo, Braine-l'Alleud. Et je me suis retrouvé au Québec à travailler dans le mouvement fonctionnel et ça s'appelait CrossFit. Et puis j'étais l'un des seuls qui avait été à l'université dans toute la gang des gars qui étaient. On a eu le premier Level 1 en dehors des États-Unis qui s'est donné à Montréal, dans un gym qui s'appelait l'usine CrossFit Montréal. Et ce sont tous les véritables OG du Canada, en fait, qui étaient là, les tout premiers. Donc, c'était vraiment hot à regarder. Il y en a beaucoup encore qui ont des gyms. Certains ont changé de carrière, mais on découvrait le CrossFit et c'était juste pour moi logique d'avoir un affilié à ce moment-là. Donc, après le samedi matin, à midi, j'avais un coach qui était, le seminar staff qui était là, il y en avait Pat Sherwood, Heather Bergeron, on avait Stéphane Rochet, c'était incroyable. Miranda Oldroyd, qui n'est plus Oldroyd, mais qui est avec Street Parking maintenant. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyson Oldroyd. Il y avait Pat Sherwood et le coach à qui j'ai parlé, c'était John Gilson, propriétaire de Again Faster, une marque d'équipement comme Rogue dans les débuts, qui était comme Rogue et on avait des vidéos de Dave Castro qui faisait des training camps Rogue versus Again Faster. Puis lui était là et puis moi je dis je veux le t-shirt rouge.
Et il m'a regardé en souriant, il m'a dit, continue de coacher. En me disant, il n'y avait pas d'autre moyen pour avoir le t-shirt rouge que de coacher. Il faut vraiment montrer que tu es prêt à faire ça jour et nuit, tout le temps. Là, et j'ai décidé de faire ça. J'ai pas eu le t-shirt rouge, bien sûr, moi j'étais traducteur, mais j'ai décidé de faire ça. Et en rentrant dans l'endroit où je coachais de la psychomotricité pour enfants, j'ai dit à la owner, écoute, il faut qu'on affilie ton studio. Elle a affilié son studio et m'a permis de démarrer des cours de CrossFit là-bas. J'étais le seul à le faire, j'avais pas d'autre coach. On donnait 1 heure par jour de CrossFit parce qu'il y avait d'autres cours, les body pump, tout ça. Puis moi, c'était à la fin de la journée parce que c'était le CrossFit, personne n'était convaincu. Et j'avais juste 3 ou 4 petits jeunes, des gars on a perdu contact un petit peu là, mais c'est des gars qui sont absolument fantastiques, des petits jeunes qui sont maintenant avocats, médecins et qui sont en forme. C'est incroyable. Ils sont à Montréal, moi je suis plus à Montréal, et c'était dans le temps, moi je venais de quitter la Belgique et donc j'avais un petit peu le blues de la Belgique et je m'étais dit, mais comment est-ce que je peux faire suivre mes amis en Belgique? Et on avait juste Facebook, il n'y avait pas encore d'Instagram. Et donc sur Facebook, j'ai eu l'occasion de travailler dans le gym en fait. Juste avant ça, là où Jean-Claude Van Damme était. J'ai pu lui donner 2-3 conseils de coaching pendant tout un été, c'était assez cool et c'était JCVD et c'était à Uccle dans un gym qui s'appelle le David Lloyd au fameux Fort Jaco, une zone très huppée là, tu sais, ouais. JCVD, il se faisait appeler The Muscles from Brussels. Parce que ça voulait dire les muscles de Bruxelles, mais aussi the muscles from Brussels. Si tu écris ça différemment, muscles, c'est comme si c'était les moules de Bruxelles. Exact. Et c'était très belge. Alors moi, j'avais créé The Muscles from Brussels, un groupe sur Facebook où j'invitais tous mes clients. Et c'était un groupe ouvert. Fait que mes clients pouvaient inviter leurs amis dedans. C'était fait exprès. Et j'avais un petit Canon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait appuyer le bouton. Ça faisait ça prenait une photo, tu sais. Ouais. Et moi, je prenais ça dans mes cours. Je prenais des photos, puis le soir, je les mettais sur Facebook. Puis je les taguais mes amis. Et là, j'ai commencé à voir, je comprenais absolument rien aux réseaux sociaux, c'est 2009-2010. Et ça a explosé. Les amis ont amené des amis qui ont amené des amis. On avait une file devant le studio de gens qui voulaient rentrer pour venir faire du CrossFit. Et quand je te dis une file, c'était 6-7 gars qui voulaient aller en plus dans le cours, mais on ne pouvait pas, on n'avait plus assez d'équipement, pas de place. La owner était obligée d'ouvrir des heures de CrossFit à tous les jours. C'était chaque fois booké. Elle a dû ouvrir une 2e heure. Et puis, au final, c'est devenu Adonix CrossFit. C'est devenu un gym CrossFit. Elle a cancellé tous les autres cours. Et elle a défoncé le plancher. Elle a mis des tapis. On a mis un rig. C'est devenu un gym CrossFit comme ça. À ce moment-là, le gym a grandi. Moi, j'ai déménagé. J'ai changé de place. Dans mon changement de gym, je suis retourné dans un gym traditionnel pour faire l'entraînement privé, mais CrossFit, avec des joueurs de football. Avec des gens où les joueurs de football du football canadien, donc la CFL, comme on appelle ça, les Alouettes de Montréal, s'entraînaient. Mm-hmm. Et là, un jour, il y en a un qui squattait dans la cage et je vois qu'il ne squattait pas jusqu'au fond. Et je ne comprenais pas pourquoi le joueur ne squattait pas jusqu'au fond. Et il me dit, ouais, non, c'est parce que j'ai mal au genou. Je dis, mais c'est justement parce que tu ne squattes pas jusqu'au fond que tu as mal au genou. Et on a fait tout un truc un protocole de rehab pour lui. Et c'est ça. Donc, après ça, c'est le reste, c'est de l'histoire. Eux étaient sponsorisés par Reebok et ça a été de fil en aiguille de l'énergie qui s'est fait bien ensemble. Moi, je suis parti à Toronto où j'ai rencontré les responsables de Reebok par hasard et eux ont reçu un thumbs up de ce fameux joueur-là. Et puis, c'était assez cool. Et le reste, on a ouvert le flagship à Montréal. Reebok CrossFit YUL, YUL ou YUL, comme on peut. Là, c'est le code de l'aéroport de Montréal, en fait. Parce qu'on était pas loin. Ça veut dire, en fait, comme au Québec, on a l'anglophone et le francophone et le gouvernement veut vraiment qu'on protège le français. Donc, c'est cool. Mais le français est une très, très belle langue. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... Il ne fallait pas le défendre aussi fort. Mais bref, ça, c'est tout des trucs de politique. Hein. Mais on ne pouvait donc pas trouver un nom qui était à la fois... il fallait que ce soit à la fois anglophone et francophone, que ce soit neutre, pour que Reebok puisse s'attacher au nom. Et donc, on a trouvé YUL à côté de l'aéroport. Et voilà, je vous ai fait un gros résumé juste avant que la porte de YUL s'ouvre et qu'on explose, en fait. C'est cool. Et par contre, tu vois, c'est intéressant parce que, tu vois, ça, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler ou ça fait partie d'un truc ou voilà, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles dans le monde qui peuvent se dire avoir été un jour Reebok, tu vois, il y a Glasgow, il y a Louvre, tu vois, il y a des gros noms. Ce qu'il faut que tu regardes aussi, parce que vu que tu as le t-shirt Louvre, montre-moi le Louvre, qu'on voit bien.
je sais pas si tu vois, mais le Louvre est un peu incliné. Ouais. Tous les noms de Reebok CrossFit et le nom incliné, ça, c'est parce que c'est le flagship. Quand le nom était incliné, c'est flagship. Tu as 020 qui était à Amsterdam, c'était droit, c'était pas un flagship. Fifth Avenue, c'était flagship. Miami Beach, flagship. LAB, Los Angeles Box, flagship. YOL, flagship. Firepower à Milton, en Ontario, pas flagship. 306 en Saskatchewan, pas flagship. Mais tu sais, c'est tous des Reebok aussi. Fait que les tests, les best practices, c'était ce qu'on testait dans nos gyms à nous. Et donc, que Reebok nous amenait là. Et donc, on a eu un Reebok Hub qui était un accès qu'à nous et à nos coachs dans le monde entier. Donc, on parlait avec plein de super coachs. Et c'était boosté avec des coachs du seminar staff qui étaient employés aussi par Reebok, dont Austin Maleolo, qui est Reebok CrossFit One, qui était le flagship. Tu vois que le One est incliné. Et donc, nous, on se reconnaissait comme ça. On savait qui était qui. Et il n'y avait pas de titre, hein. Il n'y avait personne qui était le chef de personne, mais c'était plutôt, OK, toi, t'es en test. C'est-à-dire qu'il t'appelle et le lendemain, tu fermes ton gym, on fait un test. C'est vraiment comme ça, dans le respect des clients quand même. Et donc, ce qui était cool à voir, c'était qu'on se reconnaissait tous. Et on se retrouvait sur ce Reebok Hub, ce website. Et Glassman l'a shut down. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fantastique parce qu'il avait fait un post. Il avait fait Reebok sells shoes and CrossFit changes lives. Let us change lives. Et ça voulait juste dire déconnez pas parce qu'on va dégager sinon. Tu sais, il était fâché que Reebok avait fait ça parce que ça n'ouvrait pas la porte à tous les autres affiliés qui désiraient apprendre sur le business. Nous, on avait des cours là-dessus. On avait accès à ça. Ça a duré quelques jours seulement. Ça n'a pas duré longtemps. CrossFit a fermé la porte. Ça, c'est quand même des anecdotes cool. Tu sais, tu te dis, wow, CrossFit était un gros mot à dire dans son histoire. Donc, c'est pas Reebok qui contrôlait. OK. Et du coup, c'est quoi le contexte de comment tu arrives à trouver parce que le bâtiment dans lequel moi j'ai été, c'était celui dans lequel tu as toujours été. Ouais, là, j'ai maintenant vendu mon affilié et on l'a déménagé dans le même bâtiment, mais un autre gros local. C'est Reebok qui l'a trouvé. Ouais. Donc, Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île entourée du Saint-Laurent, le fleuve, et c'est l'ouest de l'île. Donc, on appelle ça le West Island. Après ça, on a le côté est, bien sûr, et on a la rive nord, rive sud qui sont en dehors, et donc toute la population est là. Mais dans le West Island, les compagnies sont là, l'aéroport s'y retrouve, il y a des gens qui ont un peu plus de moyens qui sont là aussi. C'est un petit peu le HUC, le Fort Jaco, un peu, entre guillemets. Hein, en fait, il y a des très grosses compagnies qui sont là. CAE est une compagnie qui est là, Air Canada, CCM Hockey est là, Reebok était là. Ils ont déménagé à Toronto. C'est les gros sont là. Donc, quand on arrive là avec un gym, il y avait un seul gym CrossFit. Puis Reebok ne voulait pas ouvrir dans un endroit trop populé de gym pour ne pas venir perturber les business des gens. Ça, c'était le vibe que Reebok avait. Comment ça se passe les premières années? Tu veux dire les premières années, le premier mois, on savait à peine comment faire. Tu sais, nous, aucun système de gestion en place. Ça n'existait quasiment pas. Tu sais, les Mind Body, là, on n'avait pas ça. Le Mind Body qui est comme un push press, tout ça, là. C'était peut-être les Mind Body, c'était utilisé par des gros gyms ou des gros studios de yoga et de pilates. Et puis nous, on n'a pas besoin de ça. Là. Tu vas me donner, on fonctionnait encore avec des chèques. Tu dois me donner un chèque ou du cash à chaque mois. Et puis c'est bon. Et on avait mis moi et mon meilleur ami, on avait mis un fishbowl à l'entrée et les gens déposaient leur abonnement là-dedans. On n'avait même pas de réception. C'était fou, là. C'était fou. Et moi, je payais mon loyer au travers de Reebok. C'était eux les leaseholders, comment dire, ils tenaient les bailleurs. Le bail, ouais. Exactement. Il fallait que je rapporte le chèque chez eux. Mais moi, je ne manquais jamais une date, hein, bien sûr, c'est Reebok. Et je coachais les employés de Reebok en plus. Fait que j'allais dans le énorme building de Reebok Canada et je déposais à la comptabilité, le finance, le chèque à chaque mois. Fait que j'essaie de ne jamais manquer ça. Mais là, le premier mois, c'était il faut que je le paye. Là. Je mets combien dessus encore? Puis, c'était comme ça. Là, c'était autant. Merde. Ouais, non, mais t'inquiète, là-dedans, il y a le build-out qu'il fallait que je rembourse et l'équipement.
Fait que moi, le deal, c'était un deal où ils prêtaient un gros montant d'argent avec un remboursement que je pouvais planifier sur 10 ans, puisque le contrat avec Reebok, c'était 10 ans. Et je pouvais faire comme je voulais pour le rembourser à 0%. Tu t'imagines, 0%. Fait que j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Fait que eux ne faisaient pas d'argent sur l'argent qu'ils me prêtaient. Fait que c'est absolument fantastique. Donc, j'ai jamais manqué une seule date et je l'ai remboursé en 6 ans. Ouais, en 6 ans. C'est ce qu'on a travaillé, on a cravaché quand même. Et c'était quoi les montants, si tu peux le dire? Excuse-moi? C'était quoi encore les montants, si tu peux le dire? Proche du demi-million. Ouais. Ben, on parle de dollars canadiens, et puis c'est des gros trucs quand même parce que ils ont fait les travaux. En fait, ce qui s'est passé, c'était vraiment cool. C'est le directeur marketing de Reebok Canada, back then, là, était un gars qui était extrêmement sérieux dans ce qu'il faisait. Il travaillait avec Reebok Classic aussi. Donc, quand on regarde la marque, la branche Reebok Classic, c'est tous les trucs avec... il y a je connais pas le nom des rappeurs dedans, mais il y a des rappeurs là-dedans. Il y a Shaquille O'Neal qui avait des chaussures avec Reebok. C'était des superstars, là, tu sais. Puis lui, il gérait ça. Donc ça, c'est le gars qui nous a... Lui, directement, c'était mon contact numéro 1, tu vois. Fait que quand on est rentré dans le building, il m'a dit « OK, Mike, comment tu veux? » Puis moi, j'ai du haut de mes 29 ans. Je suis comme « Je veux quoi? » Il me dit « Mais comment on le fait, le gym? » Je suis comme « C'est pas vous qui savez tout ça, là? » Moi, je peux vous dire ce que je veux. Il dit « Ouais. » Je dis « Bah, regarde, moi, je veux pas des 6x4. Donc, des tapis rectangulaires. Je dis non, moi, je veux comme à Reebok One, là, des rouleaux. Parce qu'aucun gym n'avait des rouleaux. J'ai amène-nous les rouleaux. Parfait. Et là, il y avait un gars à côté, plusieurs gars à côté, qui prenaient note. Je dis, les lumières, tu veux quoi? Et mon ex, dans le temps, donc ma copine dans le temps, sa famille elle possède plusieurs de dealerships de voitures, des concessionnaires. Et moi, je suis fasciné de voitures. J'adore les voitures. Mais chaque fois que je rentre dans un concessionnaire, je dis, pourquoi j'ai envie d'acheter cette voiture-là? Que tu rentres dans un truc, que ce soit BMW, Mercedes ou des supercars ou même une Kia, une Honda, des Hyundai, tout ça. Bon, pourquoi est-ce que la voiture Volkswagen, pourquoi tu rentres là-dedans et tu as envie de voir ça? Parce que tu sais, c'est le lighting, le carrelage, il faut, tu sais, tout est sur la voiture, là, il faut que ça brille. Quand on te dit que c'est un bleu nuit, il faut que ça perle, il faut que le client il le voit tout de suite. Je suis comme, shit. Je dis, ouais, le lighting, c'est vraiment important. Là, si tu veux vendre quelque chose, focus sur le lighting et sur la musique. Je suis comme, oh, et j'avais retenu ça. Mon beau-frère, mon ex-beau-frère me l'avait expliqué. Et donc, j'avais dit, moi, je veux les mêmes lumières que dans un dealership de voitures. Fait que c'était cool parce qu'on avait des LED. C'était donc des gros rectangles avec 6 tubes. On avait 36 rectangles. C'était comme tu as vu, toi, Thomas, c'était des spots et donc, on avait un retour aussi de Hydro-Québec parce qu'on on sauve de l'énergie en mettant ça. Et alors, la musique, c'était, il nous fallait des speakers partout avec des subs et des trucs machin. Il faut que la musique, ce soit, tu sais, comme spot on. Donc, bien sûr, c'était spot on au niveau CrossFit, là, tu sais, comme on n'était pas non plus une boîte de nuit, mais c'était quand même cool d'avoir ça. C'est pour ça que quand, anecdote, je vois ici comment Michael Bouteillon fait les tabs. Je suis comme, OK, lui, il a compris, là, c'est un party de fou, là. Si vous avez l'occasion d'aller voir Michael, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas sur votre podcast, lui, c'est un gars qui est J'ai envoyé un message. J'ai envoyé, d'ailleurs, s'il l'écoute, bon, je pense pas qu'il a écouté, mais j'ai envoyé un message sur WhatsApp hier ou avant-hier. J'ai son numéro. Ça, c'est un businessman et il a tout à fait compris. Anyway. Et donc, c'est ça, on a construit ce gym-là. Puis, comme Reebok était avec CrossFit avec Rogue, le gym était un gym Rogue. Donc, ça, c'est quand même assez cool d'avoir les camions Rogue qui sont, enfin, un gros semi-camion qui est arrivé avec tout l'équipement. On était comme des gamins. C'était. Ah ouais, mais moi, je me souviens, dans ton gym, là, il y avait combien? 45 ergots? Ouais, on avait, ouais. Ben, c'est parce que le fameux directeur de Reebok avait dit pourquoi est-ce qu'il y a 4 GHD? Parce qu'on avait pris des GHD, puis les gyms, ça avait un GHD, peut-être s'il n'était pas dévissé. Tu sais. Puis nous, on en avait 4 de Rogue et c'était fantastique. Sauf que ça, c'était une erreur qu'on a fait. On aurait dû prendre 10 GHD parce que dans les classes, le gym était relativement grand quand même. Les classes de 20 personnes, on ne pouvait plus, même si on voulait faire juste un atelier GHD, on ne pouvait pas donner le cours comme on voulait. Nous, on voulait que tout le monde puisse faire du CrossFit et pas juste ceux qui aspiraient d'aller aux Regionals ou bien aux Games, tu sais, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns dans la région. Et donc, l'erreur, c'était ça. Et donc, lui, il avait dit, mais moi, quand j'arrive, j'ai envie d'avoir ma machine à moi, là. Fait que là, on a commencé par les machines, les ergots, et puis on a acheté, on avait 10 rameurs, 10 skieurs, 10 bikers, 10 eco-bikes, et seulement 5, c'était trop de place. Et là, à un moment donné, parce qu'on avait 20 box pour que tout le monde puisse, on avait des classes de 20 personnes, fait qu'il y avait 20 box, tout le monde avait sa boîte. On avait 3 rigs
dont le premier rig qui était quand tu rentrais à gauche, tu pouvais mettre 28 personnes d'un coup qui faisaient les pull-ups et les toast to bar. Un petit rig du milieu qui était plus un rig de compétition avec des bar muscle-up, tout ça. Et un rig tout à fait à droite qui était le rig des Open où au cas où Castro mettait wall ball muscle-up, on était capable parce qu'il faisait ça. On dit, man, il faut qu'on déplace le rig. Non, on va pas déplacer, on va acheter un autre rig. Fait que c'est ce qu'on a fait. C'était assez intense. On comptait pas. En fait, pendant plusieurs années, j'ai fait l'erreur de ne pas me payer, mais je mettais tout dans le gym. Fait que le gym avait beaucoup d'argent à mes devoirs. Et moi, je faisais tout ce que je pouvais pour y arriver. Là, j'avais pas de struggle financier, mais mettons que maintenant, à 44 ans que je comprends comment tout fonctionne, enfin, je comprends déjà mieux comment ça fonctionne, c'était une erreur. J'aurais dû me payer tout de suite et prendre ce risque-là. Donc, j'avais juste trop peur de ne pas arriver à payer d'autres choses on aurait peut-être besoin. Donc, c'était l'énergie que j'avais. Bien. Comment ça s'est passé les premières années? C'est toi qui te coachais toutes les heures de cours. Comment tu as staffé? Comment tu as pris du staff? Qu'est-ce qui était important pour toi? Parce que quand même, avec une grosse expérience quand même personnelle, tu pourrais te dire, ouais, comment je peux avoir trouvé des gens qui ont la même qualité intellectuelle de connaissances et la même qualité de coaching que moi, je peux donner? J'étais très mauvais au début. J'étais très, très mauvais. Donc, moi, n'importe qui écoute ça et qui décide de commencer, il faut pas spécialement être prêt. Là. Il faut se jeter. Mon meilleur ami est avec moi. Il s'appelle Jason Martin. Lui, maintenant, il habite à Toronto. Il travaille avec des joueurs de la NHL, donc de la Ligue nationale de hockey. Très, très cool. Et lui et moi, on coachait toutes les heures au début. On était à deux tout le temps. Au cas où quelqu'un rentrait, il fallait qu'on sign up la personne. Sauf qu'on était sur les genoux. Ça ne marchait plus. Je pourrais vous envoyer une photo. On a une photo de nous deux à la fin d'une journée où il est par terre en étoile et moi, je suis assis ailleurs. Et donc, on était vraiment brûlés. Et là, on a commencé à découvrir, dire, OK, toi, tu vas faire le matin. Parce que toi, tu aimes ça faire le matin. Tu feras 6 heures du mat jusqu'à midi. Puis moi, j'arriverai pour midi et je vais faire jusqu'à 21h. OK, good. Et on a fait ça tous les jours. Et le matin, moi, je ne faisais pas rien. Je travaillais sur l'admin. Et puis lui, l'après-midi, il travaillait sur l'admin ou la prog. Donc, on a joué comme ça longtemps. En fait, une année. Ouais, une année complète. Et on est parti aux Games pour la toute première fois. On a ouvert, en fait, le 5 décembre 2011 et jusqu'à début 2013, on a fait ça. Et en 2012, on est parti aux Games. Et lui m'avait dit, tu sais, moi, ma femme, sa fiancée avant, retourner à Toronto. Elle était venue étudier à Montréal, elle est retournée à Toronto. Il dit, moi, je vais partir à un moment donné. Je suis comme, ah merde. Non, tu peux pas. Comment, tu sais, il dit, non, regarde, on va travailler ensemble, on va former des coachs et ça va aller. Ça a été notre mission. Et lui, son désir, c'était de partir à Toronto, bien sûr, et de travailler avec Reebok là-bas dans un premier temps pour partir sa carrière. Et puis, ça a très, très bien fonctionné pour lui. Fonctionne toujours très bien. Et on a formé la première coach qui était absolument fantastique et qui était ma copine dans le temps. Et elle est devenue head coach. Elle m'a bien aidé avec ça et on a formé un deuxième coach. Et puis là, j'ai commencé à apprendre. J'avais un défaut. J'étais très, très mauvais à déléguer. Je n'avais pas confiance. J'avais peur de déléguer. Il fallait que je double-check tout ce que tout le monde faisait tout le temps. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, on va essayer de lâcher les rênes un petit peu. Puis en fait, c'est comme quand tu apprends à rouler sans les mains et que tu remarques que tu tombes pas. Et que si jamais tu tombais, il faut pas trop en avoir peur. Et là, quand j'ai pris le contrôle de ça, ça a été absolument fantastique. Les coachs sont arrivés et puis là, on a commencé à les former bien plus fort. Il y en a une qui est celle qui est allée le plus haut, elle s'appelle Valérie Boileau. Elle est sur le seminar staff. Elle est copropriétaire d'un gym maintenant. Elle aussi, on a travaillé pendant 7 ans ensemble. Truc de fou, là, on tripait, mais comme des malades. C'était vraiment cool. On était dans notre ère on gère un gym de la meilleure manière qui soit, et en plus de ça, on tripe sur le sport du CrossFit, parce que là, nous, on comprenait pas, on comprenait que c'était une méthode, mais nous, on l'appliquait, le sport. Fait que on tripait beaucoup. Aujourd'hui, ça fonctionnerait peut-être plus, par exemple. Je suis pas sûr. Il faut vraiment considérer le CrossFit comme une méthode d'entraînement et moins comme un sport. Et le sport est juste là comme un petit moteur pour la méthode. Donc, les games qui arrivent bientôt, là, c'est un moteur pour la méthode. Mais ça ne doit pas être ce qui tire CrossFit vers le haut, de mon opinion, parce que ça ne va pas convaincre nos parents, ça ne va pas convaincre les underserved que Glassman parlait. Il faut aider les gens avec leur santé. C'est ça le but premier et pour moi unique de CrossFit. Après ça, qu'on s'amuse dans un sport, tant mieux, mais c'est pas le premier truc. Et les coachs ont commencé à s'enchaîner comme ça, et puis l'équipe s'est formée, puis j'en ai vu... comme un gauche, il y a eu des hauts, des bas. Il faut gérer des humains, hein, donc tu apprends vite comment gérer un humain, et puis c'est pas facile, tu apprends à la dure.
Eh oui. Mais on s'amuse. Ah, bien ça. Et enfin, juste pour creuser un petit peu sur les gens qui n'avaient peut-être pas fait la distinction, parce que je suis curieux de voir ça, tu dis qu'il faut bien différencier le sport et la méthode d'entraînement. Est-ce que tu peux creuser un peu plus sur ce que tu veux dire par là exactement parce que je pense que c'est un truc sur lequel ça mérite d'être creusé un peu, cette notion-là. Ouais, bah oui, effectivement, on voit que, surtout en Europe, on voit qu'il y a beaucoup la France est un moteur sur le marché du CrossFit. Il y a énormément des États-Unis, c'est le plus gros pays, c'est le pays où il y a le plus d'affiliés. Mais c'est vraiment conduit par le sport. Tu vois que c'est vraiment ce qui est en avant. Ils vont être forcés de changer ça parce que ça va arriver. Hein. Donc, le sport va se fatiguer, mais la méthode ne sera jamais fatiguée. La méthode d'entraînement, c'est ce qui te permet de vraiment enjoy ta vie à l'extérieur du gym. Donc, tu dois pouvoir venir contrôler, tu sais, comme on dit souvent, le repos fait partie du programme. Tu dois venir contrôler ces gains de fitness pour que ces gains de fitness puissent durer à l'année longue et que ce ne soit pas juste des moments spécifiques pour un moment, comme par exemple ici les games où les athlètes se préparent de manière spécifique avec des pics et comme un véritable sport en fait, ce qui est très très cool. Mais la méthode en tant que telle, qui est donc la définition aussi du fitness en 100 mots par Glassman, ça, c'est la méthode. Tu vois, ça n'est pas le sport, ça c'est la méthode. Et dans le CrossFit, on a une pyramide, on a une fameuse pyramide, la pyramide du Elite Fitness. Et puis, ça commence en dessous par la nutrition. Moi, je rajouterai un peu le sommeil là-dedans aussi, le conditionnement métabolique, la gymnastique, le weightlifting et finalement le sport. Le sport, c'est quelque chose qui a une date avec des règles et des choses comme ça. La vie, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de date. N'importe quoi peut arriver n'importe quand. On se prépare pour le unknown et le unknowable. D'accord? On a aussi un continuum qui parle c'est le Sickness, Wellness, Fitness Continuum, où c'est soit tu es malade, soit tu es bien, soit tu es fit, et on essaie tous d'aller par là-bas. Pourquoi? Parce que quand la vie va venir nous toucher, que ce soit par un cancer ou un accident de voiture, donc une maladie chronique ou un malheureux accident de la vie, où est-ce que tu veux te trouver sur ce continuum? Et on aspire tous à vouloir être le plus fit possible au moment donné, à ce moment donné dans notre vie, pour pouvoir faire face à ces éventualités-là. Tu sais, moi, je suis devenu tonton de 2 nièces et 2 neveux, complètement incroyable, mais ils ont 2 ans, un peu moins de 2 ans et 2 ans. J'ai envie d'être là dans 15 ans. Mais pas seulement être là. Je veux être là et qu'ils me disaient, tonton, on va rouler à vélo. Je veux dire, ouais, on va rouler à vélo. Est-ce qu'on va skier? Oui, on va skier. Tu sais, pour moi, c'est ça ce que la méthode CrossFit peut faire. Se préparer pour une compétition, c'est absolument le fun. Et puis, j'en fais moi-même encore. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le burger et la bière à la fin. On s'amuse. C'est quand même très, très cool. Expérience fantastique. J'ai eu l'occasion d'aller une fois aux Regionals en 2013. C'était fou, c'est incroyable de vivre ça. Mais ça ne devrait pas être le but des gens quand on rentre dans un gym CrossFit. Et si ça l'est, il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste avoir à un moment donné où ce but-là, on sait que ça va switcher. C'est-à-dire, c'est quand que tu commences ta carrière de compétiteur dans le CrossFit, mais il faut savoir aussi quand tu désires l'arrêter. Et pas juste continuer et l'arrêter parce que ça ne marche plus. Tu sais? Il faut avoir un way out. Et ça, c'est important parce que sinon, tu te retrouves avec des athlètes qui sont déprimés ou qui n'aiment plus le CrossFit, dire c'est plus ce que c'était, je m'amuse plus, je peux plus faire de PR sur mon snatch. J'avais moi 44 ans, je peux plus soulever ce que je faisais à 34 ans, c'est sûr. Et c'est pas parce que je suis moins fort. C'est je suis moins fort, mais je ne veux pas casser non plus. Là, je planifie 54 ans, tu comprends? Fait que à un moment donné, il faut juste comprendre que le corps, il a un âge, et ça, c'est la définition de la santé du CrossFit, où on essaie de rester le plus fit possible par rapport à l'âge, au travers du temps. Et donc, là, c'est important d'enseigner ça et de montrer ça aux gens qui rentrent dans le CrossFit. Plutôt que de coûte que coûte un PR, coûte que coûte descendre son temps sur Frank, coûte que coûte se smasher la face tout le temps. Attends, c'est pas ça. Je suis 100% d'accord avec toi, tu vois. Enfin, c'est juste, toi, tu as l'air de vouloir dire quelque chose, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est vrai que, en effet, s'il y a un peu un disconnect et une déconnexion avec ce que je vois entre le monde anglophone et francophone, ça ferait partie, je dirais, de mon top 3, mon top 5, je pense, de la différence de mentalité que je vois qui dessert certains de nos honneurs francophones. En effet, c'est sur certains, pas tous, mais une obsession avec uniquement le sport qui est cool. Hein. Il n'y a aucun souci, tu vois, mais je suis d'accord que tu jettes ou que tu ignores ou que tu n'exploites pas tout un univers à côté qui finalement fait en sorte que tu apprécies le sport lui-même mieux et que tu peux, comme tu le dis, l'enjoy plus longtemps. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, vas-y. Non, vas-y. L'exemple, c'est comme si on découvrait demain que la gymnastique
en tant que tel était fantastique pour améliorer la santé des gens. Mais que la première exposition des gens lorsqu'ils voient la gymnastique, c'est une vidéo des Jeux Olympiques avec un gars qui fait une Iron Cross sur les anneaux. Okay. Mais moi, mon père voit ça, jamais il va être inspiré de faire la gymnastique. Jamais de la vie. Il est venu, mes parents sont venus à Toronto lorsque les Regionals étaient là, c'était le East Canada, et ils sont venus dans le public. Et je me souviens, mon père étant collé aux barrières Nadar, là, il me regardait et il y avait un workout spécifique, c'était 21-15-9, deadlift, 315, 143 kilos, et box jump à 30 pouces en centimètres, je sais pas ce que c'est, mais c'est le plus haut de la boîte. Et à ce moment-là, dans le niveau, c'était si tu faisais pas les deadlifts unbroken, mais commence même pas le workout. Tu vas pas y arriver. C'était plutôt, toi, les 9, tu vas le faire unbroken aussi. C'est parce que tu faisais 21 unbroken, 15 unbroken, 9 unbroken. Peux-tu imaginer dans l'état dans lequel on est à la presse de workout? Tu sors de là, tu as les lombaires qui sont tight, tu t'assois dans le bain de glace et tu es comme en train de dire « j'espère que je récupère » parce que ton corps est fracassé. Tu sais, comme un workout hyper fou. Et je me souviens de son regard. Et il me dit, moi, jamais de la vie, je vais faire du CrossFit. Jamais de la vie. Mon père, c'est un ingénieur. Fait que quand il te dit un truc, là, ça va être comme... Essayer de convaincre un ingénieur, là, c'est très compliqué. Quand il est convaincu de lui, le faire changer, il va falloir vraiment utiliser la méthode. Moi, ce que j'ai fait pour ça, on avait beaucoup de level 1 qui venaient, et niveau 2 dans le gym. Et quand le owner a un niveau 1 ou un niveau 2, eh bien, on recevait de la part de CrossFit des spots en plus. Donc, un niveau 1, tu recevais, je pense, une somme d'argent pour le week-end. Je crois que c'est l'équivalent de l'inscription d'une personne. Et tu recevais 3 ou 4 spots level 1. Maintenant, il faut savoir que dans ces années-là, avant 2015, nous, on avait des level 1 avec 50 à 60 personnes qui venaient. Et c'était tous les mois. En 2012, j'ai dû écrire à Castro en disant, est-ce qu'on peut venir tous les 2 mois? Parce que les membres, ils se disaient, ah, le gym est encore fermé. Tu sais. Bref. J'ai donné ces spots à mes parents. Et quand ils ont expliqué la relation de la puissance, tu sais, la force sur la distance sur le temps, c'est les watts qui sortent, il s'est dit, ah, la physique dans le fitness? Eh bien oui. Le nombre de répétitions, le range of motion, tu sais, toutes ces choses-là. Et là, il s'est dit, ah, OK, mais là, je comprends. Là, il venait de voir que l'intensité était essentielle, mais c'était pas plus. Il fallait vraiment comprendre comme si c'était du sucre que tu mettais dans ton café noir. Tu mets pas tout le pot de sucre. Tu mets une petite cuillère à café de sucre dans ton café. Voilà, ça, c'est l'intensité. Mais il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir, tu sais, pour que ton café soit bon, il ne faut pas que ça soit trop sucré, il faut qu'il y ait un petit peu de sucre si tu aimes ça. Mais chill, tu sais, comme la technique est très importante, tout aussi importante que l'intensité, mais il faut que quand les deux se rencontrent, ça fait la virtuosité. Mais chacun a un point de virtuosité qui est plus ou moins élevé, qui va avec ton âge. Plus tu es jeune, plus ce point peut être élevé, c'est-à-dire que ton skill level et ce que tu es capable de prendre est haut. Hein, je sais pas moi, tu regardes justement, les joueurs ont joué hier avec l'Espagne pendant 130 minutes, quasiment 120 minutes, quelque chose. Maintenant, ça court partout. C'est incroyable d'ailleurs, shout-out de la Belgique. Nous, on a gagné la Coupe du Monde, hein, guys. Juste, je vous le dis, là, on a battu les Américains, on a gagné. Ça, c'est hot. Et je suis content de l'avoir plugué parce qu'on est très fiers de la Belgique. Anyway, on était debout, hein, on était debout ici, le Québec au complet pour toute la Belgique, c'est absolument fantastique. Mais quand tu les vois courir comme ça, leur niveau de virtuosité à ces joueurs-là, très, très élevé. C'est-à-dire ils maîtrisent leur sport et ils sont capables de le maîtriser à haute intensité. Mais la virtuosité doit commencer à différents niveaux. Tu prends un nouveau-né, sa virtuosité, c'est la technique qu'il va utiliser pour apprendre à marcher. Puis il arrive à marcher un petit peu, parfait. Niveau de virtuosité ici. Le niveau supérieur, c'est quand il va se mettre à courir, puis ensuite à sprinter, puis devenir un Olympien. Donc, il faut juste faire comprendre ça aux gens, qu'on a tous des niveaux de virtuosité auxquels on doit se rencontrer, c'est-à-dire technique et intensité, le mariage. Si tu fais juste l'un, ça ne marche pas. Si tu fais juste l'autre, ça ne marche certainement pas. Fait que si on arrivait à enseigner ça un peu plus dans les gyms ou à l'exposer aux nouveaux adhérents et au public pour montrer que c'est justement pas des très gros deadlifts et des courses à pied plus vite que n'importe qui pour essayer de battre des coureurs de IROX. Non, c'est pas ça qu'on essaie de faire. Ça, c'est notre Coupe du Monde, là, les CrossFit Games. C'est notre Coupe du Monde. On va aller la voir et puis c'est la Coupe du Monde. Mais c'est cool de jouer au soccer sans être un gars de Coupe du Monde. C'est cool. C'est cool de faire du CrossFit sans être un gars des CrossFit Games. Et il ne faut pas du tout être déprimé. Ouais, mais moi, je ne fais pas les Games. Non, tu es un CrossFitter, c'est absolument fantastique.
c'est absolument fantastique. Tu fais du mouvement fonctionnel constamment varié, réalisé à haute intensité, qui respecte tes limites physiologiques et psychologiques. C'est quand même, et tu arrives à overcome, parce que ça, c'est non seulement les 10 capacités physiques qui sont améliorées, mais la 11e capacité, la capacité mentale, elle est fois 1000. La confiance en soi monte. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de ce que cela peut faire lorsqu'on a confiance en soi au travers de ce que le corps peut faire physiquement. Le CrossFit est complet et beau grâce à ça, moi, je trouve. Donc, c'est ce qu'il faut donner aux gens. Mais, tu sais, c'est pas facile, hein? Pas facile d'enseigner ça au owner, au coach. Bon. Ouais. Moi, j'ai une question qui est liée un peu à tout ce que tu viens de dire, mais tu me dis si c'est trop personnel, hein, mais après, tu l'as mis de manière assez publique, mais on va en parler un peu. Mais pour les gens qui ne savent pas, Mike a vaincu le cancer et normalement, j'ai vu ça sur tes stories récemment, que voilà, c'était bon au niveau total. Est-ce que justement, quand tu parlais tout à l'heure que le cancer, la maladie, ça pouvait aussi changer pas mal de choses, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perspective face à la vision que tu avais du CrossFit et comment tu as su dealer ça parce que tu vois, je veux dire, c'est quand même le cancer, c'est quand même un gros mot, tu vois. Ah ouais. Et comment ça a reshapé aussi ta vision et comment tu l'as vécu à ce moment-là, alors que tu étais en train de gérer une salle avec des gens qui sait, parfois tu peux entendre qui te racontent des problèmes qui n'en sont pas finalement. Comment toi, tu as su gérer tout ça, quoi? C'est une super question et puis tu fais bien de la poser parce que il faut justement en parler. C'est le cancer testiculaire et c'est parce qu'on n'en parle pas que des hommes ne prennent pas les devants et pour se faire checker. C'est aussi simple, il ne faut pas faire de biopsie, c'est aussi simple que toucher les testicules. Le médecin le fait et puis c'est une anomalie. Ça se repère rapidement et ça se soigne très rapidement. Ça se compare au cancer du sein chez les femmes, mais les femmes sont plus intelligentes que les hommes, vont se faire checker plus souvent que les hommes. Nous, on a un peu peur. C'est ce que le médecin m'a expliqué. Donc, je ne suis pas occupé à parler de quelque chose que je ne connais pas. Là, il m'a vraiment dit, chez les hommes, c'est ça. Le problème, c'est que ce cancer se répand alors vers le côlon. Et là, ça, c'est terminé, ou la prostate. Parce que c'est très... tu surdis pas de celui du côlon, mais la prostate, il faut vite y aller aussi. En fait, j'étais dans mon aspect compétitif du CrossFit. Très, très compétitif. Moi, c'était jouer aller aux Games, coûte que coûte. Mais j'ai 33, 34 ans à ce moment-là. Et je sais que je rentre dans la catégorie 35-39. C'était la 35-39 arrivait. Et là, je me fais frapper par ça. Je fais comme c'est terminé. Mon entrée là-dedans, je me séparais des postaux au Canada, où je suis arrivé, j'étais 18e dans le pays après les regionals avec les résultats de la compétition. Je me disais, OK, je peux y aller. Sauf qu'ils en prenaient 2 pour aller aux Games. Je peux remonter ce truc-là. Sauf qu'au fur et à mesure des années, je me rendais compte que c'était très difficile. On avait des monstres qui arrivaient, Cournoyer, Adler, Vigneault. Ces gars-là arrivaient à vitesse grand V, puis moi, je suis plus âgé qu'eux. Je passais les caps d'âge avant eux. Et donc, j'ai été fracassé là-dedans. Là. Ça m'a détruit, ça m'a fait mal mentalement. Là, j'ai dû vraiment me remettre en question. J'ai eu la chance, je pense que, je sais pas moi, c'est le ciel qui a dû nous envoyer ça. La même année, on a le 17.1 qui arrive chez nous. Donc, moi, je suis diagnostiqué en 2016, en novembre. J'ai l'opération en novembre, le 18 novembre. Et le 23 février, si je me souviens bien, 2017, on reçoit le 17.1. Et c'est mon premier workout après l'opération. J'ai l'autorisation du médecin de faire le workout. C'était Fikowski-Werner. On avait Rory McKernan qui rentrait. On avait des burpees overbox x15. On avait un 50, c'est 50, 40, 30, 20, oui, snatch avec les dumbbells. Je pense que c'est l'année où il y a juste eu des dumbbells dans les Open, où Kaswadi, on introduit les 50 livres, 35 livres, je pense que c'est 22,5 kilos, je crois, et 17. Ouais. Et c'est là que tout le monde devait acheter des nouvelles dumbbells pour les hommes parce qu'on s'arrêtait à 45 livres. Là, il dit c'est 50. Ah, man. Pour l'histoire, je pense que c'est la première fois de tous les temps que c'est Castro qui a un peu créé le dumbbell snatch. Parce qu'avant, ça n'existait pas. On faisait des snatchs avec des barres, mais on ne faisait pas des snatchs avec des dumbbells. Et c'est pas si vieux que ça. Ça n'a même pas 10 ans. Ouais, ça n'a pas 10 ans. Et c'est ça. Et là, l'annonce est à 20h le jeudi. CrossFit, on a fermé le gym pendant une semaine parce qu'ils ont tout un setup pour ça. Et le mercredi soir, CrossFit nous invite au restaurant, l'équipe des coachs et moi. On y va. Et moi, là, je suis assis. Werner est à côté.
Fikowski est en face à gauche. Et puis, en face de moi, j'ai Rory McKernan, qui est le general manager de Mayhem maintenant, mais qui était avec Media avant. Et donc, lui, ceux qui sont là depuis un temps dans le CrossFit connaissent Rory. Ouais, c'est présentateur originel, quoi. Ouais, exact. Et Vellner, moi, je le connais. Et donc, tu sais, comme on jase un peu plus, mais c'est cool parce qu'à ce souper-là, on est off compétition. Il n'y a plus de stress. Il y a juste eux deux qui ne prennent pas une bière, mais tu sais, comme, oh, qui est cool. Puis, et lui me dit, alors, comment ça va avec ton l'opération? Je dis, écoute, vraiment bien. Mon premier workout, ça va être celui-là. Ah ouais, tu vas le faire quand? Ah ben, probablement avec toute la gang de Reebok vendredi matin après votre annonce. Oh, cool. Et là, Rory me dit, opération. Je fais, ouais, man, ouais, j'ai survécu un cancer, tu sais, faut. Puis moi, j'avais le hashtag check tes couilles, enfin, check your balls, un truc qui n'a pas vraiment pogné, mais j'étais fier de le faire. Je l'ai pas... mais c'était hashtag check your balls. Parce que le médecin m'expliquait, il dit, tu sais, c'est soit toi, quand tu te laves dans la douche, tu remarques une anomalie qui n'est pas énorme, ou ta blonde, quand vous avez des rapports intimes, tu sais, ouais. Donc, moi, il fallait que j'en parle au maximum. Et là, je dis ça à Rory comme ça, en étant fier de dire, moi, j'ai survécu. Toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Et en fait, il me dit, ah merde, putain, moi aussi. Et là, on découvre qu'en fait, on a le même âge, on est né à la même année, on a un mois de différence, on est les mêmes. La couille droite, toi aussi, la couille droite, putain, man, oh, wow. Et moi, j'ai juste eu un peu plus de chance que lui, c'est que je n'ai pas eu de chimio. Fait que moi, j'ai chopé le cancer au bon moment. Lui, il a eu de la chimio et il m'explique qu'il ne pouvait même pas prendre sa douche dans la même maison, la même salle de bain que là où ses enfants allaient parce que les radiations de ce qu'il avait avec la chimio, je suis comme, fuck. Et là, on est devenus amis, on est devenus des bons amis. Et c'était incroyable parce qu'on était, on bat le cancer. Et à ce moment-là, ça m'a ramené. Ça m'a ramené. Je me suis dit, oh shit, ok, je suis pas le seul. Là. Et c'est à ce moment, plus j'en ai parlé grâce à Rory, en fait, qu'on a remarqué que plus on en parlait, plus il y avait des gars qui sortaient qui disaient, hey, dude, moi aussi j'ai ça. Donc, comment t'as vécu ça? Je fais, reste droit. Le numéro 1, tout le monde pense, il faut que je me déstresse, faut que je mange plus de légumes, faut que je fasse plus d'exercice. Ouais, mais moi, je faisais déjà ça. Moi, je faisais ça déjà. Ce qu'il faut faire, et ça, c'est ce que j'ai impliqué dans ma vie, c'est 3 règles. Toujours agir avec intégrité. C'est très difficile. Plus difficile que de se préparer à faire un back squat à 200 kilos et de s'entraîner pour ça. C'est extrêmement difficile d'être le plus possible intègre dans toute situation de ta vie. Nous 3 ici, on n'a pas toujours été intègres. Je ne sais pas comment vous, mais c'est sûr que personne n'est parfait. C'est ça que je veux dire. Mais de focuser... Bonne assumption, tu as raison. Mais tu sais, c'est focuser sur être le plus intègre possible et s'en rendre compte. Être conscient du fait que do the right thing when people don't look. Fais la bonne chose même quand les gens ne regardent pas. C'est ça l'intégrité. Ouais. Ensuite, c'est être grateful, être remerciant, je pense en français. Être grateful. Et ça, au début, moi, je sous-estimais cette force. Mais le matin, ou à n'importe quel moment où tu te retrouves avec toi-même, tu sais, je vais balader les chiens, je pars sur mon mountain bike, tu te retrouves dans ta tête, et pas en train de scroller ou avec la musique, mais vraiment que tu fais de la réflexion, tu sais, les moments où tu t'ennuies, être grateful pour ce qui t'arrive dans la vie. Parce que ça, c'est comme puissant. L'univers t'écoute. Tu sais, comme il y a quelque chose qui se passe. Ça te met dans un mood qui est absolument différent. Tu ne dois pas te dire merci de m'être levé ce matin. Si tu veux, fais-le. Mais c'est être grateful de là où tu te trouves, ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu as l'occasion de faire, sans envier les autres. Et la fameuse 3e règle, c'est de s'entraîner sur la puissance de la positivité. Donc, le cerveau part souvent dans la négativité. Pourquoi? Même parce que le corps humain, le cerveau humain est fait pour se protéger. On a peur que quelque chose nous arrive. C'est normal, ça, c'est l'instinct de survie. Mais c'est de shut off ça un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'instinct de survie, mais c'est, dans la plupart des cas, essayer de savoir que quand on boit du noir, c'est une réaction physiologique qu'on a dans le corps. Il y a une raison derrière ça. Ce n'est pas juste par hasard, mardi matin, je bois du noir. Non, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui stresse dans ta vie, tu as mal dormi, tu as mal mangé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de continuer à broyer du noir, freine le train, change de train, monte dans le train positif en te disant, OK, what's important, qui est important pour moi ici, là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je peux contrôler? Si je peux contrôler, oui. Je ne peux pas contrôler, laisse aller. Et ça, c'est ces 3 règles. Intégrité, grateful, positivité. C'est ce que le cancer m'a appris. Et c'est ce que, quand je suis revenu dans le CrossFit,
Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais appliquer ces règles. Et là, je me suis bien amusé dans la 35-39. Je n'ai jamais rien fait de spécial au point de vue compétition. Je n'ai jamais gagné. J'ai gagné des compétitions locales, mais je n'ai jamais été sur un podium au French ou bien quoi que ce soit. Là, mais par contre, je suis resté dans mon top 100 dans le monde, dans ma catégorie. Dans le top 1000, dans toute catégorie comprise, jusqu'à mes 41, 42. À 42 ans, je suis arrivé troisième au pays, dans l'âge de 40-44. C'était cool, ça, tu vois, de voir la performance. Je ne sais pas du tout si ça veut dire quelque chose aujourd'hui, mais j'ai repris le CrossFit comme ça. Puis là, en même temps, j'ai découvert que d'autres sports existaient en même temps. Et puis ça, c'est quand même très, très cool. Ma femme, mountain bike, le downhill, le ski, le backcountry ski, toutes ces choses-là. Fait que quand tu vois depuis le cancer jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma 10e année, mais donc la 10e année, c'est l'année cruciale pour dire you are good. C'est ça que ça m'a changé. Et je trouve que grâce au CrossFit, j'ai pu avoir espoir à ça. Mais c'est parce que le CrossFit est mon véhicule. Il y en a, je sais pas moi, il y a un gars qui arrive et qui dit moi, ma passion, c'est le tennis. Retrouve-toi dans ce qui. Moi, je me retrouve vraiment dans le CrossFit. Le care est vraiment puissant. Je me suis juste j'ai vraiment réalisé que c'était là qu'il fallait que je lâche la compétition, puis j'ai lâché la compétition. Je me suis amusé dans la compétition sans jamais aller chercher quoi que ce soit. Et c'est ce soir-là avec Rory qui a été le clic. Parce que j'ai découvert que je n'étais pas le seul humain avec le cancer. Tu pensais, tu te poses la question, tu te dis pourquoi moi? Non, j'ai aucun ami. Puis en fait, pour de vrai, tu entends qu'il y a plein de monde autour de toi. C'est plus de monde que ce qu'on pense. Les gens n'en parlent pas juste. Shout out to Rory. Exact. OK. Maintenant, avec l'avancée, donc là, ça fait quand même, tu as vendu le gym il y a quoi? Il y a 1 an maintenant, peut-être, quelque chose comme ça? Ça fera 2 ans en décembre 26. Donc ça fait 1 an et demi. Ouais. Jusqu'à la vente que tu as effectuée, etc. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as appris d'un point de vue, maintenant d'un point de vue honneur? Donc là, on a parlé beaucoup de coaching, de méthodologie, etc. Mais quelles sont les grandes leçons que tu as appris d'un point de vue, tu vois, moi, je me souviens dans les podcasts, tu parlais quand même de beaucoup de commercial. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de je me payais pas, mais moi, je sais très bien, quand on est venu te voir, combien tu disais que tu te payais. Ouais. Là, tu vois, quand tu étais venu, là, je commençais à me payer. Puis, Mais ça a été de 0 à ça, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait plaisir. Oui. Et tu vois, quelles sont les grandes leçons que tu as apprises au fur et à mesure, avec de contexte de voilà, comment vendre, comment tarifer, comment je paye mes gens, comment je me paye moi, les grandes leçons finalement que tu as appris sur le business par l'empirisme, en fait, par le concret, par l'expérience. Oh là là, c'est une grosse question, ça. Gestion de prix, par exemple, abonnement, j'ai absolument compris très vite, très vite que la guerre des prix, ça ne sert à rien. Ça, il faut absolument pas. Le gars down the street est moins cher. Dis-toi juste que c'est parce qu'il n'a pas le même service. Si le concessionnaire de voiture, tu ne sais pas c'est quelle marque, mais que tu sais que c'est en dessous de 10 000 € la voiture, c'est pas une Ferrari. C'est garanti que c'est pas une Ferrari. Par contre, ça ne veut pas dire que toi, tu es garanti d'être une Ferrari. Ce que ça veut dire, focus sur ton service, améliore ton service, définis quel service tu veux donner, quel dealership de voiture tu veux être. Je n'ai rien contre les Honda, Renault, Citroën, tout ça, mais moi, je veux aspirer à être Lamborghini, Ferrari et tout ça. Pas parce que ça fait plus de cash. Les deux compagnies font tous les deux plein de cash. Sauf qu'il y en a un là, il ne doit pas faire attention au client. Il doit vendre sans se poser aucune question. L'autre, il s'assoit avec toi. Il prend un café. Il peut démonter, remonter la voiture, le vendeur, avec toi. Il connaît l'histoire de la compagnie. Toi aussi, c'est comme un bon vin. Ben, c'est dans la même chose, le CrossFit. Les Global Gym, on va leur laisser ça. Mais un gym CrossFit qui se dévalue, c'est une folie. Tu ne dureras pas. Tu pars dans toutes les... c'est un champ de mine pour le owner. Ta business, il ne va pas fonctionner. Si tu es un coach dans un gym comme ça, sors de là. Ou alors essaie de le convaincre, rachète-le. Mais c'est de la merde. Monte tes prix pour la véritable valeur que toi, tu es capable d'évaluer sur le marché. Il faut quand même faire attention au marché non plus. Demain, tout le monde ne va pas aller tripler ses prix. Ce n'est pas ça qu'on recherche, mais c'est de donner la vraie valeur au service. Et lorsque tu as fait ça, de over-deliver. Pour que quand tu dois annoncer le prix, que ça ne soit pas quelque chose que tu es gêné, que tu sois gêné.
mais que lorsque tu annonces le prix, il faudrait presque que la personne te regarde et dise, mais pourquoi est-ce que tu me donnes un discount? Je dis, je te donne pas de discount, c'est vraiment le prix. 160 $, ouais. Oh, ben, t'as tellement fait pour moi, là, tu sais, c'est comme incroyable. Il y a un suivi. Oh, c'est parce que je suis nouveau. Non, on fait ça avec tout le monde, tout le temps. On veut que tu sois chez nous. Là. Tu sais, tu viens chez nous. Moi, le matin, je me réveille excité parce que je fais du CrossFit et parce que tu viens faire du CrossFit. Et pas personne d'autre. Fait que c'est important pour moi. Donc, le fameux Care, Care, Care de Greg Glassman. Le Care, 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 là, c'est pas juste un truc avec du violon, là, que c'est beau et bisounours. Hein. C'est vraiment une phrase business que Glassman donnait et qu'il faut comprendre. Care, 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 and the rest will follow. Amen. The rest that will follow, c'est des dollars. Là. Et c'est de la santé. Là. Si tu parler de business, c'est de l'argent, tu vas pouvoir vivre. Le seul rôle d'une business, c'est de faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre rôle. Il n'y a pas d'autre rôle. La façon dont le business fait de l'argent, ça change de toutes les compagnies, bien sûr. Mais n'importe quel business, son rôle numéro 1, c'est de faire de l'argent. Si tu ne fais pas ça, ben, ferme la porte. C'est bon, c'est plus une business. Et donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. L'erreur que moi j'ai fait, pas par rapport à ça, mais la leçon, parce qu'on parlait de leçon il y a 2 minutes, paye tes coachs mieux. Augmente tes coachs. Comme ils devraient être payés, il faut les payer bien plus. Il faut les payer bien plus. Moi, je suis le coupable. Je payais les coachs comme n'importe qui payait ses coachs. Entre le 20 et 30 $. Et non, mais attends, ça vaut du 40 $, 50 $. Ceux qui m'écoutent disent, ouais, mais Mike, il dit delusional, là, ça ne marchera jamais. Là. Non, ça ne marchera jamais dans ton business plan comme tu l'as maintenant. Là. La façon dont tu runs ton business comme ça maintenant, c'est impossible que ça marche. Là, tu as trop de coachs. Les coachs, comme tu as trop de coachs, ben, tu es content parce que tu as plein de gens passionnés, mais qui peuvent remplacer l'un l'autre, n'importe qui, n'importe quand, tout le monde, on peut prendre des vacances quand on veut parce qu'on est une équipe de 10 coachs. Mais donne-moi 3 coachs, tous à salaire, qui n'ont pas besoin d'aller chercher une deuxième job sur le côté et dans lesquels tu vas donner une structure d'éducation grâce à CrossFit Training qui va chercher le niveau 3, éventuellement aspirer à chercher un niveau 4. Elie Marjolin, il a bien compris. Avec CrossFit Mo, je pense, Mo, peu importe le nouveau gym. C'est ça, je m'excuse pour lui s'il écoute ça, mais son nouveau gym, c'est ce qu'il veut faire. C'est pousser tous ses coachs jusque-là, à les inspirer à aller faire ça. Mais pour ça, il faut qu'ils gagnent leur vie. Pour qu'ils gagnent leur vie, il faut que les coachs comprennent à la base que le service doit monter. Fait qu'au début, il faut que tout le monde mette un peu la main à la pâte. Et donc, il faut y aller. Peut-être qu'au début, partir une business, c'est pas aussi simple que ça. Tu n'as pas ton 6 chiffres qui tombe à chaque année. Ça, c'est bon, c'est pas facile. Mais si on s'y met tous et que toute l'équipe avance ensemble, ben, il n'y aura pas que le capitaine qui va être payé. Toute l'équipe va gagner. Et là, on va commencer à regarder, il y a juste celui qui a marqué le goal qui est important. Non, celui qui a fait la passe décisive est tout aussi important. Comme le remplaçant qui est assis sur le bench. Et ça, de réaliser ça le plus vite possible dans un gym, de professionnaliser la job de coach. Je crois qu'il y a suffisamment d'entités qui travaillent dans le business du coaching maintenant qui commencent à rendre ça possible. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on faisait avant. Avant, c'était juste une passion. Fait que, je vais coacher pour toi et je vais échanger mon abonnement. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. C'est normal que tu ne payes pas de travail pour moi. Par contre, si tu veux être coach chez moi, bah, tu vas coacher un minimum de 6 heures. Ouais, mais j'ai pas 6 heures par semaine, j'ai une autre job. Ouais, mais regarde, je peux t'aider qu'un petit peu, mais trouve-toi vite une solution pour venir au minimum 6 heures par semaine coacher dans mon gym parce que c'est comme ça que je vois que tu vas pouvoir t'améliorer. Et donc, moi, j'avais créé une structure où si tu coachais 6 heures, tu pouvais coacher chez moi dans mon équipe. J'aspirais à ce que tu coaches 9 heures ou 12 heures. Si tu coachais 12 heures, je te payais les formations que tu voulais. Enfin, une formation par année que je validais et qui était de ton choix. J'espère que c'était niveau 2, j'espère que c'était en lien avec CrossFit, mais si tu venais avec une formation weightlifting et que ça faisait du sens dans le service qu'on donnait, ben, je te la payais, il n'y a aucun problème. Plus ton voyage, plus ton hôtel, plus je te payais. Et donc ça, c'était cool de pouvoir faire ça. Pour les coachs qui se dévouaient au business, c'est-à-dire qui me donnaient le fameux 12 heures. Et on sait tous que dans un gym de CrossFit, 12 heures, c'est quasiment, on est proche du tiers des heures de la semaine. Tu sais. Et donc, comment tu vas aller chercher ça? Ben, tu vas trouver 3-4 coachs qui font comme ça. Toi inclus, si tu veux coacher encore, ou si tu veux gérer, peu importe. Ceux qui se permettent de ne pas avancer aussi vite qu'ils veulent au début parce qu'ils sont occupés à mettre ce protocole en place, vont dépasser tout le monde par la suite. Ils vont dépasser tout le monde grâce au service qu'ils donnent. Ça, c'est mes plus grosses leçons. Là, ça. Donc, et ensuite, de ne pas avoir peur de me payer moi, bien sûr. The numbers. Ouais. Ben, en fait, tu sais, je me payais en dividende. Jusqu'au jour où on avait tellement de bonnes rentrées
que c'était intelligent de se payer comme salarié parce que tu pouvais déduire des impôts, de la dépense, machin. Il y a tout un truc que ma comptable faisait et ça faisait beaucoup plus de logique. Tu sais, quand on a eu le séminaire Best Hour, je me souviens que Fern avait dit ici, qui c'est qui se paye? Qui c'est qui se paye? Il y a eu tellement peu de mains. Moi, je me souviens avoir été l'un de ceux qui avaient levé la main, mais il y a eu peu de mains qui se sont levées. Je suis comme, oh, merde. Et après ça, il dit qui se paye autant? Là, j'ai pas osé. Mais je savais qu'il y en avait quelques-uns. On les connaît, tu sais. Tu dis, ouais, mais. Parce que j'étais gêné de ça. Tu sais, je me dis, c'est pas normal, je suis coach, c'est pas normal. Mais je suis pas coach, je prends tous les risques possibles, tous les jours, tout le temps. Et puis, et là, à ce moment-là, j'avais compris que mes coachs, il fallait qu'ils soient. Mes 2 managers, là, ils étaient proches de ça aussi. Là, tu sais. Ils n'étaient pas à ça. C'était quand même très, très bien là, pour eux. Là. Tout payé, là, tu sais. Et donc, c'est quand même cool de visualiser. En fait, j'avais été forcé parce que tu te souviens, Tom, de Valérie Boileau. Là, et elle devenait tellement forte qu'à un moment donné, je me dis, mais man, comment je peux faire pour la garder? Elle n'avait aucune. Elle ne voulait pas partir. Hein, mais je me dis, mais un jour, elle va se réveiller, elle va dire, ben, moi, je vais dégager. Il faut que je la paye bien. Il faut que je lui donne des vacances. Il faut qu'on comprenne qu'on est une équipe. Et petit à petit, c'est ce qui s'est passé. Et elle n'est jamais partie parce qu'elle n'a pas eu suffisamment d'argent. Elle est partie parce qu'évidemment, on a été un petit peu ensemble, elle et moi, et on est restés des très bons amis. Puis moi, j'ai rencontré quelqu'un, elle a rencontré quelqu'un, et tout va très bien. Et donc, c'était absolument logique dans un équilibre, tu sais, social, là, tu sais, que elle aille ailleurs. C'est elle qui a pris la décision, et on est tout à fait correct avec ça. Et elle m'a même prévenu, parce qu'elle est devenue copropriétaire du gym qui était à peu près à 2 km de là. Elle m'a prévenu avant même de le faire. Et elle n'est pas partie tout de suite travailler dans ce gym-là. Elle est partie même plus loin pour faire en sorte que YUL ne tremble pas. Parce qu'on avait les coachs piliers dans l'histoire de YUL. Chaque fois qu'il y en a un qui a parti son truc ou quoi que ce soit, ou il y en a certains qui sont partis parce que d'autres gyms offraient plus d'argent, tout simplement. Ça arrive, tu sais, et je peux tout à fait comprendre. Eh bien, ça faisait chaque fois trembler la business un petit peu, des membres partent, et tout ça. Mais ça n'a jamais écrasé la business. Fait que ça, c'est pas parce que YUL est plus fort qu'un autre gym. Je pense que dans tous les gyms, c'est comme ça. La communauté est plus forte que les coachs encore. Fait qu'elle se reconstruit un petit peu. Mais il faut identifier ces coachs-là et puis tout de suite les supporter. Son rêve était d'aller sur le seminar staff. On a fait, good, on fait ça, let's go. On a commencé à faire planifier son internship. On a travaillé comme des lectures de CrossFit ensemble. C'était fou, là. Elle étudiait tout le temps. Là. Je n'oublie juste pas la business. Et puis là, elle a réalisé son rêve. Et puis aujourd'hui, elle est toujours sur le staff. Et je pense qu'elle vit toujours une vie extraordinaire avec CrossFit. Là, tu sais, en tout cas, elle m'en donne l'impression. C'est ça. Non, c'est nice. Mais ça, je suis au tac, hein. Beaucoup de choses sur ce que tu as dit. Excuse-moi, je crois que je t'ai coupé. Non, c'est ça, là. Ouais. C'est de bien traiter ses coachs. C'est vraiment pas facile, ça. C'est vraiment pas facile. De mettre l'ego de côté parce que, waouh! C'est ça, quoi. En fait, ça me rappelle beaucoup de choses. Et enfin, si tu regardes tout ce que tu as dit sur bien payer la team, je suis 100% d'accord avec toi. J'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs dire, au début, tu commences à payer ce que tu peux en termes de talent. Tu payes minimum wage, le bare minimum. Mais au fur et à mesure, à chaque fois que tu commences à upgrade, tu te dis, waouh! Quand tu commences à payer cette personne-là, c'est waouh! Ah, mais les employés que tu payes, tant de l'heure, that's the shit. Genre, vraiment, c'est genre, je fais faire plus que ça. Et chaque fois que tu montes, en fait, en termes de, j'ai remarqué en n'ayant pas d'employés, tu vois, c'est chaque fois que tu montes un cran, en termes de ce que tu es prêt à payer quelqu'un, c'est chaque fois tu es en mode waouh, mais genre, il y a des gens comme ça, ils en font des gens comme ça sur cette planète, tu vois. C'est genre, et en fait, c'est exactement, je suis 100% d'accord avec toi. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je pense que c'est super important de vraiment mettre l'accent sur l'histoire du prix, en fait. Parce que bon, j'ai dit beaucoup d'honneurs qui vont regarder ça, comme tu l'as dit, hein, beaucoup de gens ne se payent pas, vont se dire, ah, cool, j'adorerais payer plus, j'adorerais me payer plus aussi, je suppose, tu vois. C'est juste que j'ai pas l'argent pour ça. Et je dirais que de ce qu'on voit avec Thomas, après peut-être Mike, tu pourras peut-être voir d'autres choses aussi à rajouter sur ce que je vais proposer là, mais je pense que ce qui est au centre de tout ça, c'est faut générer assez de profit. Et je dirais que le 50% des cas, c'est que le tarif il n'est pas assez haut. Ils font pas assez de bénéfices parce que leurs tarifs ne sont pas assez hauts. Et il n'y a pas non plus, comme tu l'as dit, c'est en anglais, j'appelle ça la price to value discrepancy, donc l'écart entre le prix et la valeur, en quelque sorte, que tu veux avoir, que ce soit la valeur du service véritable, tangible, mais la valeur perçue aussi du service, qui
fait, comme tu dis, que tu perçois en tant que client, que prospect, que c'est un bon deal, malgré le fait que ce soit peut-être un premium comparé aux autres. Donc, enfin, par rapport à ce que tu viens de dire là, qu'est-ce que tu en penses? Mais aussi, c'est quoi les choses que tu penses qui empêchent ou du moins qui bloquent les erreurs que certains honneurs vont faire pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, de bien se payer eux, de bien payer leur staff, d'avoir une belle jean, de pouvoir réinvestir? Qu'est-ce que tu penses qui sont les choses qui vont bloquer pour arriver à cet objectif-là? Il y a beaucoup dans les mentalités quand même, parce que moi, j'ai la chance d'avoir fait quasiment presque la moitié de ma vie en Amérique du Nord, la moitié de ma vie adulte, mettons, tu sais. Mais j'ai quand même encore beaucoup de contacts en Europe et je remarque que on n'a pas peur de parler d'argent ici. Et je ne peux pas trop parler pour la Belgique parce que j'ai moins de contacts, en fait. Je connais des owners belges, mais j'ai moins de contacts. J'ai plus en France. L'année passée, j'ai été envoyé au sommet des affiliés, qui était au centre de la France, grâce à Hustle Up. Et c'est très cool de les voir aller. Puis Pierre, qui est CrossFit France, je pense que c'est toujours lui, avait pris en charge quasiment 300 personnes. Il y avait 300 owners, c'était intense. C'est vraiment, ils se déplacent. Là. Les Français, c'est quand même fou. Maintenant, il y en a le double, ou le double un peu plus d'affiliés en France. Et c'était assez impressionnant. Là, les deux grosses questions que les gens avaient à ce moment-là, en novembre 2025, c'était qui va acheter CrossFit, voilà, et comment est-ce qu'on fait pour augmenter les prix? Et là, j'ai remarqué qu'il y avait tellement de box en France qu'il y avait des abonnements en dessous du 100 euros. Je me dis, mais comment ça? Ah oui. Je dis, comment vous faites pour charger ça? Là? Mais c'est comment c'est de la prostitution? C'est quoi? Non, mais... je suis 100% d'accord avec toi, il n'y a pas d'autre mot. Et presque, tu dirais quoi, Thomas? C'est quoi? 80% des box vont être en dessous du 100 euros, non? À peu près un truc comme ça, tu dirais? 100 euros en dessous, pour les limiter en dessous de 100 euros, beaucoup. 100 euros tout court, même dès le premier abonnement, presque personne. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est dingue. C'est comme s'il fallait convaincre les clients que ton service sera bon. Tu sais, je comprends qu'il faille faire son nom et créer son entreprise, mais je pense que ça vient de l'intérieur de l'affilié, où le owner doit lui imposer la qualité de service qu'il veut donner. Donc, au fur et à mesure d'avoir une structure de prix qui va augmenter, c'est absolument normal et ce n'est pas que à cause de l'inflation qu'on augmente les prix. Et ce n'est pas non plus jusqu'à l'infini. Fait qu'il faut prévoir ça dans ta business. Hein, à partir du moment où tu sais combien, tu vas savoir il est où ton plateau, hein, ton plafond, pardon. Et donc ça, c'est important à le connaître. Mais ça, c'est donc dans l'affilié. Sinon, tu as le vibe du pays aussi. Il faut quand même montrer ce que ça fait. Et ici, on sait, les gens ne disent plus du tout que le CrossFit, c'est cher. C'est normal de payer 165 plus taxes. Nous, on a les taxes de 15%. Fait que c'est 165 $ de moyenne plus taxes. Et ça, c'est pour te parler de gyms qui sont peut-être à Montréal et en dehors de Montréal, downtown de Montréal. Adler, tu sais, CrossFit Wonderland, c'est 240 $ le mois. C'est normal. C'est normal. Et les gens, tu sais, c'est le pays. La salle, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Non, elle n'est pas énorme. La salle live, il appartient à un autre truc, une autre petite bâtisse à côté avec tout son équipement Rogue, mais je ne pense pas que les adhérents y ont accès parce que c'est pour son training des games, tout ça. On espère qu'il fasse bien ça cette fois-ci là, aux games. Mais bref, tu sais, c'est très cher. C'est très cher et le service suit. Tu sais, Caroline, son épouse, sa fiancée, elle est niveau 4. Les coachs qui sont en dessous d'elle, ils sont dérivés. Tu sais, c'est comme go. Est-ce que ce sont dans les meilleurs coachs? Aucune idée. Je ne peux pas vraiment voucher pour eux. Je n'ai jamais été voir ça, mais je sais que le service est bon. Et downtown de Montréal, c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut. C'est juste de montrer qu'il faut faire le bridge entre, comme tu disais, le gap entre le service et le vrai coût de ce service. Il faut le rapprocher de plus en plus. Il faut que les owners aient confiance en eux par rapport à ça. Ça vient dans la qualité du service. Ça commence au bonjour que tu dis. Et ça ne se finit pas après le au revoir, viendras-tu demain. La qualité de l'équipement, la façon dont c'est nettoyé. Tu sais, quand Thomas, quand tu étais à Ringo, là, moi, je ne suis jamais rentré dans ce gym-là, mais c'est propre, c'est bien rangé, c'est neat. On reconnaît le gym au-delà même de voir juste le mot Rango sur le mur. Tu le reconnais juste parce que tu dis, ah oui, non, mais ça, c'est clean, ce gym-là. Ça, c'est très, très clean. C'est essentiel au jour d'aujourd'hui. Avant,
ce n'était pas tout à fait essentiel. Tu rentrais dans le gym de Ben Bergeron, CrossFit New England, et c'était ne mets pas ton t-shirt blanc que tu aimes vraiment parce que tu vas devoir le brûler. Pourquoi? Ben parce que c'était un gym de champions du monde. Tu sais, c'était des équipes de 6, tout ça. Là. C'était les meilleurs s'entraînaient là-bas et il n'y avait plus de nettoyage du gym jusqu'à ce que lui, il change son mindset. Boum, terminé les compétitions. Là. Ah ouais, on est passé et maintenant c'est propre. Hein. Ah bah oui. Là maintenant, ils ont intérêt. Ça ne marche plus là. Pourquoi? Ben parce qu'avant, c'était suffisant de convaincre les gens qui voulaient faire le sport du CrossFit parce que les gens étaient attirés par le sport du CrossFit comme des mouches. Là, maintenant, on n'a pas que les mouches, on a aussi les papillons, tous les autres insectes qui veulent venir. Et les autres insectes ne sont pas attirés par le sport du CrossFit. Ils sont attirés par la méthode. Et pour qu'on puisse focuser sur des burpees, apprendre le pull-up, éventuellement ne pas avoir peur d'une barre olympique, eh bien, il faut que tu sois dans un environnement qui est welcoming et qui te met dans un, dans un confort quand même, là, tu sais, tu sois un petit peu babysité quand tu arrives pour pouvoir apprendre les choses dures. Si tu arrives déjà et c'est dur parce que ça sent mauvais, c'est mal nettoyé, c'est dégueulasse, les gens ne nettoient pas l'équipement, ben là, ça va être difficile d'être motivé à commencer, surtout quand tu arrives là pour perdre un peu de poids parce que ton médecin veut que tu fasses un exercice. Puis tu n'es pas tout à fait convaincu parce que le coach t'a dit, parce que quand il t'a parlé, il était torse nu après son workout, il a les mains en sang, il est derrière la réception, quand il a les coudes appuyés là à côté de l'ordinateur, il sortit, il y a de la transpiration partout. Hey, non. Là maintenant, le gars, il est présentable, ou la fille, elles sont présentables, ils accueillent, ils rassurent, ils encadrent. Et donc ça permet d'avoir des valeurs qui montent, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est sûr qu'il y a des régions, il y a des prix qui vont peut-être aller avec des régions. Ici, tu vois, moi, je suis dans une ville à Sherbrooke. C'est un petit peu moins cher qu'à Montréal. Mais ce n'est pas beaucoup moins cher. Tu sais, on doit être aux alentours du $150 plus taxes. Tu sais, c'est pas beaucoup moins cher du tout. Mais on y arrive. On y arrive. Je vais préciser un truc que je ne sais pas si j'ai déjà expliqué dans un podcast. Je ne pense pas qu'on j'en ai même parlé Tout à l'heure, tu as parlé d'un principe qui s'appelle la guerre des prix. En troisième année de bachelier, donc en troisième année de licence à l'université en Belgique. Donc, j'ai fait étudier ingénieur, mais un mélange entre Polytech et HEC. Et du coup, on avait un cours qui s'appelait économie industrielle. Et dans l'économie industrielle, tu as un principe qui s'appelle la guerre des prix de Bertrand. Donc, Bertrand, c'est un économiste qui a mis ça en place. Et en fait, on voit, tu as le revenu marginal, etc. Bon, je me souviens plus très bien du détail, il faudra bien vérifier ça, on va fact-checker, mais je me souviens juste d'un truc, c'est que tu as les prix, puis la guerre des prix, c'est les prix. Comme finalement, lui, il avait normalement de mémoire, il l'avait testé sur le marché de l'aviation. Donc les prix. Et puis en fait, tu arrives ici, en fait, ton revenu marginal est égal à ton coût marginal est égal à 0. Donc ça veut dire que l'unité de production supplémentaire produite te ramenait autant qu'elle te coûtait, c'est-à-dire 0. Ouais. Donc tu ne gagnes pas d'argent. Donc la leçon de l'économie, c'est qu'en fait, quand on répète à des honneurs jour après jour, semaine après semaine, etc., c'est pas un principe sorti des fesses de je sais pas qui. C'est un principe économique connu depuis un siècle. Quand tu fais une guerre des prix, tu vas finalement arriver à un truc où ça ne te rapportera aucun argent. Et de toute façon, c'est un business finalement, comme tout à l'heure tu disais, oui, un business n'a qu'à faire de l'argent. C'est totalement vrai. Comment on va déterminer la capacité aérobique et la capacité globale d'un athlète en allant au CrossFit Games 2026 et en lui faisant faire 20 workouts. Et le mec qui va réussir les 20 workouts, là, ce sera vraiment le fidèle son nerve, tu vois, le plus fit. OK. Donc, du coup, comment on va travailler ça? Il y a un output. On met un input, il y a un output, il y a un traitement entre l'output. Et l'output, c'est quoi? C'est il a fait 253 kilos au back squat, il a fait ce workout en 3 minutes 22, il a fait ça, etc. Des chiffres. Et pourtant, les honneurs, alors qu'ils ont une méthodologie, comme ton père l'a compris, qui est finalement très encadrée par des chiffres, par la science et par des choses, ils ne vont pas avoir ce rapport scientifique chiffré à leur business. Tu leur demandes un panier moyen, tu leur demandes un panier moyen, ils ne savent pas calculer. Tu leur demandes leur prix ou leur chiffre d'affaires, c'est toujours TTC. Alors, je tiens quand même que la TVA, dans la tête de la plupart des gens, surtout les consommateurs classiques, on récupère la TVA. Non, tu récupères la TVA quand tu es en déficit. Hein. La TVA, c'est un compte. Tu as compris que quand j'ai annoncé le 165, c'est toujours plus taxe. Moi, je dis, on parle de prix tout le temps hors taxe ici. Voilà, mais en France, tout est TTC. Donc, quand ils vont te dire, je fais 8 000 €, en fait, il ne faut pas 8 000 €. Tu divises par 1,2, et là, c'est les vrais chiffres.
Et puis après, du coup, à chaque fois, tu divises par le nombre de membres. Et là, on pensait qu'on a un panier moyen à 80 euros. En fait, il est à 54 euros. Parce qu'on s'en fout de la TVA. Si tu gagnes de l'argent, tu la payes. Donc, tu la rends, en principe. Donc, tu vois, il y a tout ce truc-là. Et c'est vrai que c'est dommage de se dire qu'en fait, on met en dehors. Et ça, c'est comme ça parce que c'est 95% des mecs qui ouvrent des salles sont des sportifs qui ont ouvert une salle parce qu'ils ont été coachs et puis qui se sont dit c'est la ruée vers l'or, je vais pouvoir payer mes entraînements. Mais en fait, finalement, c'est un peu ça le principe, c'est que il y a un principe économique. C'est finalement ça, on aura beau me dire ce qu'on veut. Et c'est là où c'est intéressant, comme un podcast qui va sortir bientôt avec Nico, c'est que Nico, il dit toujours, j'essaye de parler à mes gérants comme eux, ce sont des préparateurs physiques, de leur parler dans les termes qu'ils comprennent. Eh ben, c'est très simple pour un honneur. Tu vas déterminer ta capacité physique avec le FRAN, ça te donne un output et ça te classe parmi beginner, intermédiaire, etc. C'est pareil ton business. Si tu as un chiffre d'affaires qui est très faible, tu ne payes pas, tes coachs sont mal payés, tes abonnements sont très bas, etc., parce que ça va souvent de pair, tu n'es pas bon. Tu es en scale. C'est ça. Tu es en scale. Mais toi, tu veux être en RX. Et du coup, tu dois établir des actions pour ça. Absolument. Mais c'est de réaliser ça, tu vois, mais là maintenant, ça fait quoi? Mais on est en 2026, on va dire en 15-20 ans hein, que ce business-là il roule un peu plus, qu'on voit des affiliés. Et de plus en plus, on commence à le connaître. J'ai entendu que potentiellement CrossFit va commencer à encadrer les affiliés. Et donc, c'est cool. C'est cool d'avoir ça, de savoir que il y a des business mentors qui vont venir et qui vont t'apprendre ces choses-là et puis que tu vas finalement ouvrir différents autres bouquins plutôt que celui de la physiologie de l'exercice. Tu vas aussi ouvrir des bouquins sur le business et que tu vas apprendre ça un peu plus. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à me payer, c'est parce que ma comptable m'a expliqué par A plus B et la façon dont elle me disait, elle avait pris le nom d'une de mes adhérentes qui, celle qui stagne souvent, là, avec qui c'est très difficile de la faire évoluer. Bien, je ne dirais pas son nom parce que bon, on n'est pas là pour. Mais tu sais, c'était. Tu vois, toi, tu es dans le business, ce que une telle est dans le CrossFit. Je suis comme, comment ça? Ben, elle est indéfiniment skill. Pourquoi? Ben parce que quand tu lui donnes une progression, quand tu lui donnes des choses à faire, ben elle ne les fait pas. Elle ne les fait pas. Elle va toujours. Tu sais, celui que tu dis, OK, aujourd'hui, tu vas prendre 95 sur ta barre, et tu te retournes et il dit, bah, mais il a 135 livres. Enfin, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une plaque verte, Fran, il va avoir une plaque bleue, Grace. Je viens de te dire que, tu sais, moi, je suis pas là pour te ralentir, je suis là pour te faire mieux bouger de manière plus efficace. Écoute-moi, parce que ce jour-là, quand tu vas mieux bouger avec ton 95, ben, tu vas arriver à ton 135 sans problème. Ne va pas toujours essayer de penser qu'on va s'améliorer avec le 135. C'est un peu la même chose dans la business. Apprends à faire, ceux qui sont scale maintenant, comme tu en parlais, apprends à faire ton service beaucoup mieux pour que ça soit justement logique de faire le upgrade dans ton business. Qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir te payer autant d'autres rameurs dont tu rêves? Tu vas tout de même pas aller chercher des petits jobs à côté de ta job. Non, tu vas rester dans ta job, tu vas tenter de la rendre plus profitable. Pour ça, tu vas améliorer ton service et tu vas tenter d'augmenter ton RCM, ton average revenue per client per month. Tu vas essayer de le monter. Et donc, tu vas réfléchir à ça. Mais il faut que tu t'assoies, il faut que tu fasses le travail. C'est pas juste venir au gym, c'est pas juste coacher des classes et puis toi-même t'entraîner. Qu'est-ce que c'est? À la limite, hein, les vrais, ils ont quasiment pas le temps de s'entraîner. Ils doivent vraiment trouver la beauté du CrossFit, c'est de s'entraîner rapidement dans une heure de classe. Exactement. Le owner qui dit moi je m'entraîne 2 heures par jour, je suis comme toi tu dois vraiment pas bien gagner ta vie, hein, parce que c'est quoi le truc? C'est pas vrai, là. Ou si tu veux vraiment t'entraîner 2 heures par jour, tu viens 1 heure plus tôt le matin et puis tu finis 1 heure plus tard le soir. Mais je l'ai fait, moi, ce truc-là. Là. C'était mon plus gros handicap parce que j'étais, allez, compétition. Maintenant, on avait beaucoup de chance que grâce avec Reebok, avec tout ça, ça fonctionnait quand même très, très bien. Et puis qu'on n'était pas non plus des idiots dans ce qu'on faisait, mais on aurait pu accélérer ça. Et puis, lorsque ma comptable a commencé à m'expliquer, tu sais, tu devrais investir ta trésorerie. On a commencé à investir maintenant. Garde 3 mois dans le compte en banque. 3 mois de fonctionnement. Je dis, comment on établit ça? Parfait. On a établi les 3 mois de fonctionnement. Il fallait un X numéro de dollars par mois pour que ça tourne. Aux alentours de comme 25 000, 30 000 dollars. Ça varie un petit peu d'un mois à l'autre. C'est jamais exactement fixe. Hein, tu sais. Tu gardes ça x3 dans le compte en banque. Le reste, tu investis. Fait que tu travailles comme si c'était all out. Là. Fait que moi, j'avais investi 18 mois. 18 mois. On avait trop, là, et on se payait pas. Fait que let's go, en 18 mois.
ben, je peux t'assurer que quand on a déménagé, on n'a pas eu une seule dette, on n'a pas eu aucun emprunt, jamais touché à une ligne de crédit de ma vie. Jamais dans la business. Aucune dette. Rien. Pour ça que la valeur de YOL a été ce qu'elle a été lorsque j'ai fait la vente. C'est parce que les chiffres étaient le mieux. J'ai jamais voulu vendre mon gym. Hein. C'est juste qu'on m'a proposé le bon chiffre. Fait que, tu sais, je ne suis pas attiré par l'argent. Alors, imagine le montant que ça a dû être pour qu'à un moment donné, je suis comme, wow, non, là, je veux le vendre. Tu sais? On a mis les bouchées doubles pour que le gym soit magnifique. Le gym que tu as vu, Thomas, il était très beau. C'était cool, c'était grand, on s'amusait. Mais l'autre gym, quand on a déménagé, en mois d'août 2024, encore plus beau, hein, encore plus beau. Les couleurs ont changé, c'est le bleu à la place du rouge, parce qu'on avait un grand mur rouge. Là, c'est le bleu. Les drapeaux sont toujours là, mais on avait compris que les drapeaux sur du gris clair, ça ne marchait pas. Donc, on a mis du blanc complet. Les couleurs des drapeaux ressortent. On a des drapeaux un peu partout là, dans le gym. Les speakers, on avait compris que ça ne pouvait pas être sur des poteaux. Ça devait être attaché au plafond, mais au plafond avec des chaînes dont les vibrations ne transmettaient pas le speaker vers la structure pour que le speaker ne s'use moins. Comment est-ce qu'on plaçait les subs pour que ça soit tout le monde, n'importe où dans le gym, puisse entendre la musique, enfin, la même qualité de musique. On a tout compris. Et puis après ça, c'était, ben voilà, ma manager à ce moment-là, c'était qui est venue vers moi et me l'a acheté. Mais il y a eu un procédé derrière. C'est pas juste je me tournais les pouces et puis c'est arrivé. Non, c'était, on va monter le service tout le temps. On est arrivé. Je reviens, les gars. Il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant par rapport à ce que tu dis. Enfin, ouais, je dirais que pas mal d'honneur, surtout en France, on se soucie là. Et c'est intéressant de voir ta perspective qui a du coup vu qu'il y a le contexte quand même du marché francophone. Après, bon, c'est pas pour non plus dire les Français on est mauvais ou non, c'est pas question de c'est au contraire, c'est ça. Il y a des très bons exemples, aussi des très mauvais exemples partout, hein, de toute manière. Mais c'est vrai que, en majorité, je trouve que c'est vrai que c'est dommage qu'un pays avec autant d'affiliés se retrouve à galérer autant comparé aux States ou à d'autres pays. Et c'est vrai que, pour revenir encore une fois à ce qu'on avait dit au tout début, et c'est là où je pense que c'est un bon moyen de, revenir un peu sur ce qu'on avait dit au départ. Tu me dis ce que tu en penses, Mike. Hein. Je pense que sincèrement, ce que tu as dit au début, tu dis, ok, bon, d'accord, j'ai compris, il faut que j'augmente mes prix, mais comment j'augmente mes prix? Qu'est-ce que ça veut dire passer un niveau de service supérieur? Et je pense que le levier le plus simple à tirer, pour la plupart des honneurs qui ne le font pas encore ça, c'est comme tu l'as dit, c'est embrasser la méthodologie et pas juste le sport. 100%. C'est de voir qu'est-ce que ça veut dire dans l'accueil, c'est de voir ce que ça veut dire dans comment tu traites la personne, c'est de voir ce que ça veut dire dans les services additionnels que tu proposes, c'est de voir ce que tu veux dire d'une manière holistique, tu vois. Et je sais pas si tu peux creuser un peu plus dans ça, voilà, pour un owner qui s'est dit, ok, pratico-pratique, j'ai compris le concept, mais comment, si je suis, on va dire, un owner je fais du crossfit, parce que j'aime le crossfit, tu vois. Et bon, pas que tu as un mauvais service, c'est une bonne expérience pour le sport, mais il manque les petites pièces à côté qui font que c'est un truc complet, tu vois. D'où est-ce que tu partirais si jamais tu étais dans les chaussures de cet honneur-là? Je partirais d'où? Mon conseil, c'est CrossFit Training. CrossFit Training. Focus sur l'éducation de ton staff et de toi-même. CrossFit Training. Il suffit de regarder les gyms en France qui fonctionnent mieux que les autres. Il y a comme presque une hiérarchie, entre guillemets. La plupart, c'est CrossFit Training. Regarde, le Louvre s'est roulé comme CrossFit Training. C'est-à-dire que quand Daniel se sépare d'un de ses coachs, c'est parce que lui, il avait un standard. Et il dit, moi, je voudrais que tu correspondes à ça, mais il se sépare d'un de ses coachs, pas parce qu'il est fâché sur le coach, mais c'est parce que le standard n'est plus respecté. Voilà, tu fais partie de l'équipe ou tu ne fais pas partie de l'équipe. Tu regardes le Jim Hailey, c'est de nouveau, lui va fournir un service qui va être du niveau du seminar staff. Quand tu vas faire ton niveau 1, quand tu vas faire ton niveau 2, c'est l'expérience de coaching élite ultime qui fait en sorte que tu t'accroches au CrossFit. Et je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut traiter les adhérents et les coachs. CrossFit Training, all out. Donc, un owner qui écoute et qui se dit, mais je commence par quoi? Chill, download le prochain manuel du prochain séminaire de CrossFit Training que tu devrais faire. Poursuis ton éducation là-dedans. Et c'est pas du tout un plug pour CrossFit Training, c'est pas un plug pour le niveau 1 ni pour le niveau 2, mais vas-y, trouve-moi une autre formation qui est mieux que ça. Tu sais, certains vont dire, ouais, mais c'est juste un week-end. Ouais, mais trouve-moi une formation qui est plus qu'un week-end. Vas-y, trouve-la moi. C'est une formation, c'est pas des études. Si tu veux vraiment aller faire des études, vas-y. Est-ce que c'est essentiel? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'il faut être éducateur physique, il faut avoir un BPG parce que c'est mieux de ne pas en avoir. Bon, bref, c'est un autre débat. Il y a des coachs qui sont absolument fantastiques sans jamais avoir été à l'école.
tout à fait cool. C'est un peu plus difficile. Tu as un peu moins d'outils pour accélérer ton apprentissage, mais tu vas très bien y arriver. Par contre, le point commun, c'est CrossFit Training. Tu sais, si on rentre dans le gym de James Hobart, tu sais, CrossFit Mafia, là, quand tu rentres là-dedans, ben, je peux t'assurer que si Hobart, donc, qui est séminaire staff et qui travaille pour CrossFit, je pense pas qu'il donne encore des séminaires. Mais je le mentionne lui parce que c'était lui mon mentor lorsque j'ai fait mon internship. Ben, écoute, tu as intérêt à être à ce niveau-là. Tu as intérêt. Tu peux pas être un coach qui arrive, hein, moi, je refuse d'apprendre. Comment ça, je refuse d'apprendre? C'est pas possible. Est-ce que tu serais pas heureux que ton pilote d'avion suive et des formations continues? Ben oui. Ton dentiste? Ben oui. L'ingénieur, tu sais, qui va construire les ponts là-bas? Ben oui. Tu sais, l'architecte qui soit aux normes? Ben oui. Fait pourquoi l'entraîneur? Tu sais, c'est quand même une job très importante, voire même plus importante. Tu es en charge de la prévention de la santé. Comme, la mission est énorme. Fait que si toi, tu as la pertinence ou la prétention, pardon, de dire que ah ouais, moi, j'ai une business qui fonctionne parce que je suis là pour changer la vie des gens, ben fais-le pour de vrai. Là. Après ça, on pourra jaser de voilà combien tu vas gagner comme argent. Tu sais? Parce que les résultats sont là, c'est tout. On a eu la chance de rencontrer, ça c'était hot, c'est vraiment cool de rencontrer toute la gang de Proven l'année passée. Ils étaient venus pour se préparer dans un gym qui s'appelle CrossFit for the People à New York, à Albany. Ah oui, ok, oui, c'est un non-profit, non? Je le sais pas, mais c'est possible. J'ai pas plus d'informations là-dessus, là. Mais en tout cas, nous on y était arrivés aussi. Et on était avec, on voulait lancer le owner de Hustle Up, pas le CEO, le owner, voulait lancer MoveMax, un mouvement parallèle à CrossFit, entre guillemets. Puis nous, on était là pour faire des vidéos, tout ça, et on avait le gym juste après Tia Claire. Mais Tia Claire et toute la gang, hein, Coulter Mettins, tout le monde était là. Shane et tout ça. Je n'ai jamais vu. C'était parallèle, voire même plus que CrossFit Training, dans la façon dont ils se tenaient, dont ils disaient bonjour, dont ils ont rangé l'équipement. Mais ce n'était pas le staff de Proven seulement. Là. Il y avait tous les coachs qui étaient là, il devait être une bonne dizaine. Les athlètes aussi. Les athlètes disaient bonjour, t'aidaient à bouger une box. J'étais tellement comme, wow, hyper impressionné. Je me suis dit, c'est normal que ce soit les GOATs. Tu sais, hier, on regardait le football. Puis ma blonde n'est pas du tout dans le football, mais on était plusieurs chez des amis. Elle connaît rien du tout au football, mais elle trouve ça cool parce que maintenant qu'elle sort avec un Belge, ben c'est comme ah, ben regarde, tu sais. Puis moi, je connais pas grand-chose au football, mais quand c'est la Coupe du Monde, faut pas trop me déranger pendant que c'est le match, on s'amuse. Et elle me dit alors c'est qui Messi? Je dis, Messi, ben, c'est lui là, c'est ce jour-là. Ah ok, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, et là, un de mes amis fait ouais, non, mais lui, c'est le greatest of all time. Je fais comme, mais moi, je ne suis pas spécialement pro Messi, mais je ne suis pas contre Messi non plus. Je ne suis pas un pro Ronaldo, donc pas du tout en train de. Mais je dis, ouais, le greatest, tu sais, je ne suis pas sûr. Moi, là, il y a le débat qui veut commencer. Il est très, très bon. Mais moi, je dirais le greatest, attends un peu. Non, non. C'est le. Et là, il y a la copine de mon ami dit, ouais, c'est le Froning du soccer. Je fais comme, hey, non. C'est le Matt Fraser du soccer. C'est Matt Fraser. Froning, c'est Michael Jordan. Il dit, ok, non, je me trompe. C'est comme Tia Claire. Et là, je fais comme, arrête, Tia Claire, c'est plus que Messi. Tia Claire, elle a donné une leçon. Enfin, à échelle comparable, hein, bien sûr, dans le soccer, c'est sûr que Messi est exceptionnel. On s'entend que c'est un diamant, là, c'est incroyable ce qu'il fait, comme d'autres joueurs aussi. Mais dans le CrossFit, hey, combiné à deux, Froning-Fraser, la meilleure, c'est Tia Claire. Tu comprends complètement pourquoi. Parce qu'il y a ces valeurs, justement, qu'ils ont. De travailler, j'ai jamais travaillé avec Proven, je ne connais pas leur programmation. On a tenté de les avoir lorsque j'étais avec Hustle Up sur Hustle Up. Et juste de parler avec Nick Johnson, là, leur CEO, man, c'est comme la classe que ce gars-là a, ça te déstabilise. C'est comme, OK, mais comment est-ce qu'on fait pour sign up? On vous paye. C'est bon, on vous paye. Venez, c'est nous, on va vous payer. Tu sais, c'est fou. Fait que si tu ramènes ça au niveau du service que tu fournis dans un gym, ben go, là, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Tu devrais être humble, grateful, positif, intègre tout le temps par rapport aux gens qui rentrent. Tu devrais tellement les accueillir et tellement fournir un service parfait, ça serait illogique qu'ils ne se sign up pas.
À quel point tu penses que le service fourni peut être de qualité pour que l'acte de vente soit minime? C'est que ça se fasse en 5 minutes. On fait, bon, ben, ton nom, c'est quoi? Parfait. Email, on fait ça par email, parfait. Si ça ne te dérange pas, je vais inscrire ton numéro de carte de crédit. On commence demain ou aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain? Ah, demain matin, je serai là. Parfait, merci beaucoup. Voilà, parce que le service a été fantastique. Plutôt que de s'asseoir et dire, alors, je vais t'expliquer. Quels sont tes objectifs? Alors oui, mais moi, je te conseille vraiment de faire du CrossFit parce qu'évidemment, est-ce que je t'ai convaincu? Hein? Est-ce que je t'ai convaincu? Ah, tu dois réfléchir. Ben, pardon, ben, je te rappelle demain. Je m'excuse, hein, je m'excuse. Et puis demain, tu fais, hey, je m'excuse de te déranger, je m'excuse tellement. Est-ce que tu vas t'inscrire? C'est quoi ce truc-là? Rends ton service le meilleur possible pour que ça soit logique que les gens s'inscrivent. Tu sais, c'est quoi rendre un service le meilleur possible? C'est pas juste frotter la manche des gens, hein? Ça veut juste dire aussi que ceux qui sont déjà inscrits, lorsqu'ils sont en dehors de ton gym, parce qu'ils se sentent mieux, parce qu'ils ont perdu du poids, parce qu'ils n'ont plus mal de genoux, parce que leurs objectifs sont remplis, ils disent « Hey, dude, j'ai trouvé une mine d'or, vas-y. » Et eux, comment ils savent que c'est une mine d'or? Ben parce que leurs objectifs sont remplis. Ce pourquoi ils ont payé, ils l'ont reçu. Ils disent « Dude, t'as retiré ton T-shirt, là, what the fuck, t'as un six-pack. » Je dis, ouais, man, c'est fou depuis que j'ai commencé le CrossFit. Ouais, mais quand t'es un malade. Il dit, non, non, pas du tout. Je vais 1 heure par jour, 4 fois semaine. Et puis, je fais attention à l'alimentation. J'ai un coach qui s'occupe de moi. Ouais, ouais, mais c'est beaucoup trop cher. Ouais, mais check. Glassman l'a toujours dit, hein. Les meilleurs marketeurs de ton business, ce sont tes clients. Go! Vas-y, ils sont déjà là. Tu les as déjà. Tu vas en avoir fois 1000. C'est pas toi qui dois convaincre les gens de venir dans ton gym, c'est tes adhérents, c'est tes clients. Je n'ai jamais vu un vendeur de Ferrari dire s'il vous plaît, achète la Ferrari. Non, c'est parce que tu vois un autre gars qui roule en Ferrari, il dit putain, il tripe à mort, lui, là, dans la Ferrari. Moi, j'en veux une aussi. Et là, le jour où tu veux l'acheter, ils te disent ah, pardon, c'est votre première. Ah, il y a une liste d'attente. Désolé. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça a donné, du coup, de cette expérience-là de vendre le gym en 2024 jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça a été ton aventure? Et puis, tu as réouvert, enfin, tu es maintenant co-owner avec plusieurs personnes d'une nouvelle salle là, dans l'Oregon, Mountain West CrossFit, à Bend. Ça a été quoi ton aventure? Qu'est-ce que tu as vécu comme aventure? Parce que bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent, mais bon, Hustle Up, toutes ces histoires-là, malheureusement, ouais. tout ça c'est terminé. Mais heureusement, je suis pas fâché du tout, mais là, comme on n'était pas dans les bonnes valeurs. Ça, je peux le dire, et je ne suis pas du tout dans les bonnes valeurs. Mais explique-moi un petit peu qu'est-ce que ça a donné depuis 2 ans et qu'est-ce qui t'a amené finalement à remettre le pied à l'étrier. Vendre le gym, au début, c'est super excitant. Après ça, il y a un gros manque. Fait que ça fait wow. Tu n'as plus la même vie, ta vie change, c'est beaucoup plus calme, Ça m'a permis de déménager, de vivre avec ma femme, vivre dans une ville qui s'appelle Sherbrooke, qui est beaucoup moins stressante que Montréal et qui est très très cool. On a les montagnes autour, c'est vraiment hot. C'est une ville de 150 000 habitants. On est à 45 minutes du Vermont, plus ou moins. C'est très cool. Au point de vue business, Matt Van Der Elst, notre ami commun, là, on s'est parlé et il y a une position dans la compagnie Hustle Up qui est arrivée et où j'ai rencontré, bien sûr, Facundo et d'autres collègues, entre autres, qui nous ont permis d'aller aux Games. On était co-sponsor des Games pendant normalement 3 ans, mais on a fait ça 1 année. Le contrat s'est complètement arrêté cette année, pardon. Et on avait, donc Hustle Up est une plateforme pour les gyms qui fonctionne relativement bien. Maintenant, je ne pense pas qu'il l'alimente. Donc, elle fonctionne toujours, mais je ne pense pas qu'elle soit alimentée pour évoluer. Et dans laquelle, moi et Matt, lorsque les gens venaient, on ne faisait pas juste que les convaincre de venir utiliser notre plateforme, on travaillait avec eux sur le plan business. Fait que, on les prenait sous notre aile et puis quand on n'avait pas la réponse, on allait la chercher avec les experts dans le domaine, dont les fameux best hour de ce monde. Best Hour of Their Day, ces gars-là. Entre autres, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Il y a Two Brain aussi, est assez fantastique. Et donc, moi, je me suis lancé là-dedans à devenir le mentor de gym owner, le formateur de coach. Donc, je rentre dans un gym et j'ai 2 services. Le premier, c'est celui de mentorer le owner pour qu'il soit plus profitable, que sa business, on puisse résoudre les bobos pour qu'on puisse finalement courir pour de vrai et pas faire semblant de courir. C'est-à-dire que le business gagne vraiment de l'argent. Et je ne suis pas le responsable de ça, je tiens à le dire, parce qu'il y en a plusieurs qui vont écouter. Je ne suis pas le responsable du succès de ceux avec qui je travaille. C'est eux tout seuls. Moi, je suis le deuxième cerveau. C'est pour ça que le Two Brain, c'est quand même cool. Je suis comme le deuxième cerveau de ces owners, puis je vous permets de brasser les idées, puis de sortir ce qui peut paraître logique, et puis eux l'adoptent ou pas. Le deuxième service que j'ai, c'est de prendre et d'encadrer les coachs.
Donc, avec objectif de les inspirer à aller chercher leur niveau 2. Et dans certains cas, dans des gyms non affiliés, des niveaux 1. Il y en a qui ne pensent pas que ce soit logique d'aller se former plus que ce qu'ils ont reçu à l'école. Donc, j'essaie de les convaincre. C'est souvent des petits jeunes qui ne voient pas, en fait. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est pas parce qu'ils... They don't mean wrong. Ils ont juste besoin de... pas mal faire et ils sont juste pas conscients de la situation. C'est ça. Ils ne sont pas conscients de l'impact, de l'importance de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens qui sont en phase 2. Donc, voilà, c'est très, très, très cool comme job. Là. Ça te donne un petit peu d'importance. Et puis, c'est cool. En fait, c'est comme ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. Bien, au Québec, je suis comme un vieux, tu sais. Et en plus, avec les cheveux gris, je suis comme le vieux. Là. C'est une communauté qui est jeune et qui se renouvelle à être jeune. Et c'est cool de rentrer dans un gym et les coachs s'assoient et puis ils écoutent quand même. Il n'y a pas de... C'est le fun parce que tu vois les étincelles dans leurs yeux quand ils disent « Ah ouais, là j'ai compris ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer et puis rendre mon travail plus facile. » Donc, par exemple, dans le niveau 2, on a 6 paramètres du coach qui sont l'enseignement, visualisation, la correction, le management de groupe, la présence, l'attitude et la démonstration. Ces 6 volets-là sont revus et puis j'en inspire plusieurs à aller s'inscrire aux différents séminaires qui sont donnés. C'est cool. En fait, je ne les force pas. Ce que je fais n'est pas reconnu ou supporté par CrossFit. Ce n'est pas contre CrossFit. CrossFit est au courant que je fais ça. Mais ça n'est pas, je veux dire, c'est pas sous la tutelle de CrossFit que je fais. Je ne peux pas forcer les gens à aller faire leur niveau 1, niveau 2, mais je leur montre ce que ça peut leur apporter. Et dans le but, bien sûr, de dire au owner, tu as vu ce que ça peut faire, un service qui est augmenté. Et là, je lui dis, engage-moi. Mais là, en fait, moi, j'ai un certain rythme à ce moment. Je travaille avec 6 owners par batch. Je travaille pour le moment seul. Et puis, j'ai des amis, 2-3 amis qui m'aident, mais ils ne sont pas dans ma compagnie. Et donc, dès que j'ai terminé une batch avec un owner, j'ai une porte qui s'ouvre. Les batchs, ce sont des durées dans le temps avec des objectifs à répondre. Le minimum, ça serait 6 mois. Et après ça, on part sur une année. Pourquoi 6 mois? Tout simplement parce que je ne suis pas un best hour et je ne suis pas un two-brain qui, eux, travaillent justement sur un 12 mois où tu dois arriver, par exemple, avec best hour, tu payes upfront une année et puis tu es pris en charge par ces gars-là avec Affiliate You et The Knowledge et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est cool. Mais ma niche à moi, c'est le francophone. Fait que je le fais en anglais aussi, avec Mountain West. Mais ma niche à moi au Québec, c'est bien sûr le francophone parce qu'on est un petit peu reclus, les francophones en Amérique du Nord, c'est normal. Fait qu'il y en a plusieurs qui ne parlent pas l'anglais, fait que je peux faire le pont pour ça. Mountain West, c'est le gym qui est dans la ville où mes parents habitent, à Bend, en Oregon. Ouais. Et mes parents étaient dans un gym que moi j'avais découvert, qui était très cool. Et l'un des owners a dit écoute, moi je pars mon truc, je me divise. Il a vendu ses parts à son partenaire. Puis là, il m'a dit ça t'intéresserait de le faire avec nous? On est 3, on sera 4 avec toi. Je fais go. Et puis, la seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pas du tout le business ou être propriétaire. C'était, si je le fais, je garantis que mes parents vont aller s'entraîner. Je garantis que mon frère et sa femme vont s'y mettre parce qu'ils vont vouloir supporter la business de leur fils ou de son frère. Et en fait, ça marche. Ils y vont. Fait que c'est très, très cool. Et le gym, en fait, a des très bonnes valeurs. Les États-Unis ne fonctionnent pas du tout comme le Canada. C'est fou comment ça va plus vite. On est c'est un gros gym encore une fois, à peu près la taille de YOL. Two Rogue, de nouveau. Et quand je te dis Two Rogue, on n'a pas du tout de concept 2. C'est-à-dire que... Ah, purée, même les ergots, ski. Ouais, même ça, j'ai été impressionné parce que c'est pas moi qui ai installé le gym, c'est des partenaires. On a des rôles très différents. Il y en a un qui s'occupe de l'admin et qui est le shot caller qu'on l'appelle. C'est lui qui prend la décision finale. On a tous le même pourcentage dans la compagnie, mais lui, on lui a donné ce rôle-là. On en a un qui est médias sociaux, marketing, une qui est head coach, puis moi, je suis formation des entraîneurs et suivi de la qualité de service pour pouvoir augmenter le prix. On est à 169 $ US. Taxes incluses parce qu'il n'y a pas de taxes en Oregon. Fait que c'est hors taxe, en fait. On va monter à 189 et on va passer à 209 d'ici le début 2027. On a ouvert le 1er juin et on est à peu près 120 membres maintenant. Donc, on est bien. On est en cruise control croissance. C'est très cool à voir, mais ça va plus vite aux États-Unis, c'est fou. Tu sais, les gens ne posent pas de questions sur les prix. Il y a pas de, c'est normal, c'est logique. Puis on a instauré tout de suite le plus possible de bonnes valeurs. Fait que c'est quand même très cool. C'est cool à voir. Nice. OK. Il reste
3 minutes, cher ami. C'est ça, j'ai un rendez-vous à 11h30, il faut quand même que je me donne le temps. Mais on peut tout à fait terminer la conversation à notre aise. Bien sûr. Je ne sais pas si Gab, tu as des questions. Moi, j'allais dire, ok, tu m'as dit combien? 44? C'est quoi la vision que tu veux maintenant pour les prochaines années et la vision que toi, tu vois du CrossFit, toi qui l'as vu évoluer depuis aussi longtemps? Je suis fier de voir que CrossFit a des plus à vendre, parce que ça, c'est pas mal. J'espère par contre qu'en restant avec Berkshire, j'espère que le CEO de CrossFit va prendre les bonnes décisions. Ça a l'air que oui, ça a l'air qu'il a l'air d'être quelqu'un de relativement cool. J'ai compris comment il était grâce il y a eu plusieurs podcasts avec lui, mais celui avec Chris Cooper de Two Brain, j'ai bien aimé, où ils ont eu quelques questions ensemble. Je trouvais que c'était pas mal. Et comment Chris Cooper parle de lui. Lui s'est fait mettre à la porte de CrossFit par ce gars-là. Et puis là, maintenant, ils sont de nouveau, ils sont pas donc ennemis, ils sont amis. Et donc, je pense que ça, c'est une super puissance pour CrossFit, Two Brain. J'espère qu'ils travaillent ensemble. Là où moi, je me vois, peut-être d'autres affiliés, qui sait. Je sais pas qui sait, ça, ce serait hot à voir. On a des projets avec ma femme on a des projets personnels, c'est pas des enfants, mais des projets personnels qui vont probablement se développer dans les 6 à 12 prochains mois, mettons. Définitivement dans le courant de 2027. Des projets professionnels, en fait. Personnels et professionnels, qui vont faire qu'on va pouvoir s'épanouir. Tu sais, comme on a pris les décisions, nous deux, de ne pas avoir d'enfants. En tout cas, on n'est pas contre, mais bon, elle a 39 ans. Et c'est elle qui se pose plus la question. Moi, c'est 50-50, mettons. Mais ouais, d'ici mes 50 ans, je suis convaincu que dans la vie, qu'il ne faut pas trop s'attendre à toujours contrôler ce qui va nous arriver. Ouais, et que des fois, il faut avoir un fil rouge et après ça, se laisser couler dedans et d'y aller. Parce que plus tu contrôles, moins tu contrôles, en fait. Si tu as ton idée et que tu t'y tiens, après ça, laisse aller, ça va bien se passer. C'est incroyable à quelle vitesse la vie peut changer de manière positive sans t'en rendre compte. En tout cas, j'y crois à ces choses-là, donc j'essaie de faire ça de manière la plus intelligente possible. C'est bien. Écoute, on a hâte de voir un petit peu ces projets-là, à quoi ils vont se concrétiser au fur et à mesure du temps, et puis on va voir si jamais ça vaut le coup d'en faire un prochain podcast. Mais oui, aussi. Ah, si ma femme y croit plus que moi, pas que j'y crois pas, mais si ça se passe bien, écoute, ça vaudra la peine parce que je crois que c'est un ajout dans ma carrière et qui va permettre d'investir plus dans les gyms, par exemple, mais surtout de s'épanouir beaucoup plus dans ce que je fais déjà en ce moment. Fait que ça, c'est très cool. Écoute, on te remercie. Écoute, Mike, dis-moi, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver s'ils te recherchent sur la toile? Dis-moi. Voilà, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais quand je dis les réseaux, c'est les réseaux des vieux, comme on dit. Donc Facebook, Instagram, j'ai pas de TikTok ou de quoi que ce soit à faire. J'ai une petite chaîne YouTube où j'ai un petit peu slacké, j'ai un peu ralenti là-dessus pour le moment, mais au travers des réseaux sociaux, tape mon nom de famille, puis tu devrais me trouver. Voilà. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à contacter, là, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ça me fera plaisir. Si ça peut inspirer, si, je sais pas, il y a des questions, c'est... En tout cas, si vous avez des travaux peinture, demandez pas trop à Mike, il finit jamais trop le travail. C'est une toile. Écoutez, la team, en tout cas, moi je suis éclaté, je suis sûr que pas mal de gens vont pouvoir y trouver. J'irai voir ton point de vue sur un marché, on va dire, plus avancé que celui que le francophone, en tout cas, était super intéressant. En tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a apporté une perspective sur plein de points que je sentais être incomplets, où je n'avais pas nécessairement trouvé les mots, mais toi, ayant été sur le terrain, tu m'as un petit peu comblé ma compréhension de certains problèmes, personnellement, en tout cas, moi qui est toujours en recherche de vérité, de comprendre, c'est quoi le problème pour pouvoir le résoudre, personnellement. Je pense que ça a vraiment résonné avec Léonard et que ça a été super apprécié, donc merci encore. Et n'oubliez pas, la team, que premier lien dans la description, encore une fois, vous allez avoir le résumé de cette conversation. On a pas mal de points, petites tactiques, de petites golden nuggets, comme on dit chez Mike, de belles petites choses à implémenter. Donc, checkez ça pour voir, maintenant que je me suis imprégné de la vibe, de ce qui a été discuté, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place avec cet épisode aujourd'hui. Donc, cliquez sur le lien, chopez le workbook et allez, let's get to work. En tout cas, on vous remercie. On se dit à très vite dans le prochain épisode. Bye bye.